Je viens chez toi pour te poser des questions. Salut, c'est Alex du Sundex, bienvenue dans mon salon. Sundex Salsa Social, et c'est bien de social dont il s'agit aujourd'hui. À défaut de danser parce qu'on est tous confinés, on va se parler, on va faire connaissance. J'ai choisi de tirer profit de cette période confinée pour faire parler les acteurs de l'univers en fait qui nous plaît, la salsa. Alors que ce soit des DJ, des gens qui dirigent des écoles, des profs, des performeurs, des chorégraphes, ou même des habitués, des gens qu'on a l'habitude de voir sur les dance floors. Connu, pas connu, c'est pas vraiment par là que je suis passé pour sélectionner. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de faire parler des gens qui sont passionnés et de voir comment eux ils voient la salsa et leur poser des questions qu'on n'a peut-être pas le temps de poser quand on est en soirée entre deux mambos. Alors c'est un vrai challenge. Si tu connais pas cet exercice, il faut savoir que parler à quelqu'un, c'est déjà pas simple. Il y a des gens qui sont à l'aise sur scène ou derrière des platines et c'est pas forcément à l'aise de se confier. Mais là en plus, il y a le jeu de la caméra. Il faut savoir que je les contacte, je leur explique le projet, ils me disent oui. Je fais un teasing en disant voilà, la prochaine fois, c'est toi qui y passe. Mais ils connaissent pas les questions. Ensuite, je leur envoie les questions et je m'engage en fait à vraiment diffuser toutes les réponses. S'ils ont dit joker, s'ils ont dit on préfère pas en parler ou quoi que ce soit, vous le verrez. Tu auras forcément un montage qui va un peu à l'opposé de la tendance, c'est-à-dire j'ai pas coupé les tics de langage, j'ai pas fait de montage extrêmement raccourci où on enlève tout. Je veux que les gens soient le plus naturel possible. S'ils se plantent, s'ils bégayent, si à un moment donné il y a le chien qui passe ou il y a quelqu'un qui frappe à la porte, c'est pas grave. Le but c'est vraiment, on est confiné, donc autant se montrer comme on est. En fait, déjà que on essaye toujours d'être le mieux possible devant la caméra, etc. Mais le but c'est que ça soit le plus naturel possible. Donc vraiment, tu vas voir, c'est du 100% nature. Pour démarrer, j'ai choisi forcément Marie et Damien. Je les connais à titre perso puisque j'ai eu la chance de faire partie de leur aventure pendant un petit bout de temps. C'est des challengers, c'est des gens qui aiment le travail, on sait que ça leur fait pas peur. Et évidemment, ils ont relevé le défi. Quand je leur ai dit que j'avais des questions à leur poser, ils m'ont dit ok, bienvenue à la maison. Un dernier détail, la plupart des questions sont de moi, mais il y en a quand même un paquet qui viennent de l'extérieur. J'avais proposé, et ça sera toujours le cas pour les interviews confinées, pour les prochaines, j'avais proposé aux gens en fait de m'envoyer directement des questions s'ils avaient des choses à demander aux différents artistes, en l'occurrence à Marie et Damien. Tu verras, c'est pas mal, on apprend beaucoup de choses, mais vraiment beaucoup de choses. Ils se dévoilent comme ils sont, c'est-à-dire sincères, francs, nature. Et c'est vraiment sympa. Si tu es patient, à la fin de la vidéo, je te dis le nom en fait de la prochaine, oui c'est une fille, la prochaine confinée, la prochaine interviewée. Bon visionnage. Première question, une question vraiment très générale, comment se passe votre confinement? Est-ce que vous êtes triplement concerné entre les dates en tant que performeur, en tant que prof, avec les cours que vous donnez voilà, tout ça, est-ce que comment ça se passe? Comment vous vivez votre confinement? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ça a été compliqué au départ? Est-ce que vous avez changé vraiment vos habitudes ou pas? Coucou tout le monde! Coucou Alex, coucou tout le monde! Bon, moi on est content de prendre ce temps-là pour répondre un peu à ces questions. Le confinement assez violent au début parce que comme vous avez pu le voir, les annonces, elles ont été faites surtout, c'était la veille du 13 et donc nous c'était un week-end chargé parce qu'on avait Alice, on avait l'inauguration du studio le lendemain, le samedi. Le lendemain, donc le démarrage du confinement très violent parce que les décrets sont passés le vendredi 3 heures avant de danser, il a fallu prendre la décision de faire le spectacle 2 fois pour être dans respecter la réglementation et le décret. Annuler l'inauguration comme ça la veille, avec tout le travail que ça avait nécessité. Donc, moi, j'ai un peu vécu le début du confinement comme une course de running où tu t'arrêtes sur la ligne nette et tu tombes, où tu n'as pas eu le temps de décélérer. C'est comme si tu conduisais très vite et que le gars à côté de toi, il attrapait le frein à main, il tirait d'un coup, il faisait ça sur le côté. Donc, on n'arrivait pas trop à y croire. C'était un peu violent. Au début, la chose la plus compliquée, ça a été pour nous quand même de voir d'avoir beaucoup moins d'interactions sociales. Nos élèves de Montpellier, nos élèves de Nîmes, nos élèves de la formation,
Ça, c'était assez violent, parce qu'on a quand même une vie où on voit beaucoup de monde. Tout le temps, les congrès, les festivals, les cours. Et là, du coup, il y a eu très peu d'interactions. Et ça, pour le coup, pour ma part, ça a été violent. Voilà. Après, heureusement, est-ce qu'on a changé nos habitudes ? Oui. Oui, on a changé nos habitudes. Alors, la bonne chose, c'est qu'être confiné à 2, ça nous a permis de continuer, bien sûr, de s'entraîner. Donc là, c'est là qu'on est content d'être 2. Parce que du coup, être confiné tout seul, ça aurait été super compliqué. Mais voilà, du coup... Surtout que nous, on peut pas arrêter les entraînements comme ça. C'est juste pas possible. On s'entraîne en permanence. Et là, la nuance, c'est qu'on s'entraîne, mais il n'y a pas de choix en prévision. Et on doit quand même continuer de s'entraîner parce qu'on fait pas ce qu'on veut avec le corps. Donc... Il faut rester dans ce truc de fonce, mais tu sais pas pourquoi. Oui. Mais bon, après, l'avantage, c'est que on aime énormément répéter, et indépendamment des shows et du résultat qu'il y a derrière, au départ, ce qui nous anime, c'est de s'éclater en la tête. C'est travailler. C'est de travailler. C'est le studio. Donc ça, c'est cool. On n'a pas... ça, c'est resté. La chose qui change pour nous dans le confinement, c'est d'avoir un petit peu plus de temps de sommeil. On fait des vraies nuits. Heures de sommeil, ça c'est quand même assez changeant. Avoir plus le temps de cuisiner et de manger. Ça c'est chouette aussi. Voilà, moi je me suis mis aussi en création de nouvelles choses. Damien, il y a quand même tous les travaux du studio à continuer. En fait, on s'embête pas vraiment. On s'embête pas, franchement. Il y a le côté créa, il y a le côté finition du studio. Et le finition du studio, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Donc en fait, on voit pas trop le temps passer. Et puis on travaille aussi à distance. On essaie de donner le maximum de contenu et de travailler à distance avec notre formation avec Mathiagua. D'arriver à garder vraiment ce lien et une qualité de travail malgré le fait qu'on ne peut... Malgré la situation. Pareil pour nos élèves, pour nos cours. On fait des cours pour eux, on envoie du contenu. Donc c'est vrai qu'on ne s'ennuie pas. C'est juste que voilà, pour nous, le confinement, ce qui est difficile, c'est ce manque de visibilité. Cette absence totale de visibilité. Et voilà, ces prises de décision qui sont compliquées parce que y a très peu d'informations, c'est pas clair, et voilà, ça c'est difficile. Après, on est du genre à regarder le côté plein du verre et on fait comme tout le monde, c'est-à-dire on deal avec la réalité et voilà. On est dans une situation qui est quand même très avantageuse pour d'autres personnes. Enfin, on est bien chez nous. Généralement, on n'a pas le temps de profiter de chez nous, mais du coup, là, on peut profiter de chez nous. Ah oui, on a tendu la pelouse aussi. On a tendu la pelouse. Le jardin... On a des problèmes existentiels difficiles, quoi. Le jardin est beau, il est joli, les chiens courent dedans. Enfin, voilà. Donc, et puis, il y a des gens qui sont coincés à Paris, il y a des gens qui sont malades. Enfin, voilà. Donc, on n'est pas dans une situation où on subit comme certains subissent la situation. Voilà, donc juste beaucoup d'inquiétudes, incertitudes pour la suite, sur ce qui va pouvoir se passer et comment ça va reprendre. Voilà. Alors on va rentrer sur toute une famille de questions vraiment propres à Alegria. Quel est le processus créatif d'une choré ? Il y a pas mal de questions, alors je les ai regroupées sur ce terme de processus, il y a pas mal de questions sur le temps de création, sur l'inspiration, est-ce que c'est la musique qui inspire un morceau ou est-ce que vous avez envie de partir dans quelque chose et vous cherchez une musique qui y correspond ? Comment ça se passe aussi entre vous ? Est-ce que c'est plus l'un ou l'autre qui a une idée ? Est-ce que vous vous influencez ? Est-ce que ça doit nécessairement vous plaire à tous les deux ? Voilà, quel est le processus, combien de temps ça prend, comment ça marche en fait, comment une choré émerge d'Alegria d'ici ? Alors, ça part toujours d'une découverte musicale. C'est-à-dire que... Alors, soit c'est un coup de bol, c'est un truc qu'on entend, soit on va chercher à découvrir un morceau parce qu'on a envie de créer quelque chose. Oui. Alors... Oui, en général, c'est ça. Je fais une petite parenthèse. Par exemple, pour Tamakoun, on était à l'anniversaire d'une amie et on entend dans un espèce de bodega, on entend Tamakoun. On n'avait jamais entendu du Rodrigo et Gabriela. Et là, ça a fait ça. On s'est regardé comme 2013, ça, je suis allé voir le DJ. 2013 ou 2013. C'était réglé. Et là, du coup, on est rentré et c'était dans la nuit. En fait, le processus de création, il est que, oui, par an, il y a eu 1 ou 2 shows
qu'on crée avec la compagnie. Donc ça, c'est quelque chose auquel on tient. Donc, on est toujours en processus de recherche de musique. Et donc, on découvre une musique. On dit, oui, c'est celle-là. À ce moment-là, quand ça se passe, ça nous plaît aux deux. Ça, c'est obligatoire. Ça ne peut pas plaire qu'à Damien ou qu'à moi. Il faut que ça nous plaise aux deux. Après, en général, le test, on aime bien faire ça. On met la musique en studio on la fait écouter aux danseurs et on regarde juste... De manière fourbe, sans rien leur dire. Et on regarde la réaction. Et en général, quand ça fait « Mais c'est quoi ce son ?» On dit « C'est cool !» Et on ne la repasse plus. Comme ça, on essaie de faire en sorte qu'ils l'oublient. Donc ça, c'est cool. Et donc, en général, c'est comme ça. Ça part de la musique. De là, on découpe entre les partenaires, les shine et tout ça. Et après, on crée à deux. Et le temps de création, c'est très variable. Complètement. C'est très variable. Ça peut être Tamakun. Bon, c'était une chorégraphie de Shine qui est quand même, disons-le, au niveau de la création, qui peut être quand même plus simple qu'une chorégraphie de couple. Mais et encore, ça dépend. Ouais. Oui, ça dépend. Mais voilà, pour une chorégraphie de couple, ça dépend. Oh, franchement, ça dépend. Ça peut aller vite, mais... C'est simple. Enfin, des fois, on va pondre 12 x 8 en 5 minutes parce qu'on est inspiré, on va le recaler, modifier, et on va très peu y toucher. Ouais. Et des fois, on va passer une demi-heure à se prendre la tête sur 2 x 8 comptes pour au final faire un truc qui n'a rien à voir. Ouais. La chose qui est quand même importante, c'est que comme dans la semaine, on travaille beaucoup de matière, on a de la matière déjà à la base technique. Et donc après, ce qui se passe, c'est que cette matière-là, on la teste sur les musiques, on la modifie, voilà. Donc il y a quand même... ça va plus vite. Plus vite. Ça va plus vite, parce que souvent, on a déjà de la matière et que du coup, on la... Voilà. Donc, processus de création, musique, ça part de la musique et tout le temps. Et En fait, la musique, c'est tellement important parce que quand on répète, en fait, c'est un morceau qu'on va entendre un milliard de fois. Donc, si on se retrouve avec un morceau qui nous plaît sur le moment, qui nous plaît 1 ou 2 semaines, et puis après, on commence à s'enlacer, ça marche pas, on le sait très bien. Et en fait, ça, je pense que tout le monde est touché par la même chose, il y a des sons qui vous font péter les plombs, et 5 ans après, ils vous font toujours péter les plombs. Vous avez peut-être une autre manière de l'écouter, vous allez découvrir autre chose. Mais la base, c'est que ça vous fait péter les plombs. Là, sur la dernière création qu'on a fait, on est devenu dingue avec ce morceau. Donc, bien évidemment, on est très orienté Oscar de León parce qu'on adore Oscar de León. Enfin, mais c'est pas fait exprès. Hein. Mais voilà, c'est... on aimerait bien des fois trouver autre chose qui nous fait autant vibrer. Mais là, c'est avec Yosinti, par exemple... Ouais. C'était juste n'importe quoi. Donc, puis musique de l'intro aussi, pareil, découverte, chamboulée un peu. Alors musique de l'intro, des fois on change. C'est-à-dire qu'on part sur une idée, on commence à travailler. Et quand ça prend trop de temps, quand on s'en à passe créer ou que machin, c'est que c'est pas bon, il faut changer. Et on vire, et voilà. Mais la création, c'est un processus passionnant, fascinant. Et en général, quand on a fini une routine, on a déjà hâte de commencer la prochaine pour être dans ce processus-là. Ça nécessite de l'espace quand même et du temps dans la tête. Ça prend beaucoup d'espace mental, moi je trouve. Mais c'est passionnant. Alors une question un peu assez intéressante, la façon dont elle a été tournée. Je l'ai doublée avec autre chose. Est-ce que vous regardez beaucoup ce qui se fait ailleurs ? Est-ce que vous regardez la scène internationale ? Et est-ce qu'il vous arrive d'avoir... le souci de la présence, de se dire il faut qu'on soit là, il faut qu'on nous voit. Est-ce que vous avez une réflexion qui est plutôt locale en vous disant finalement la France, ou est-ce qu'au contraire vous dites non, quand même il faut qu'on soit présent sur la scène internationale ? C'est vrai, il y a toute une partie, je dirais backstage, que le danseur de social lambda ne connaît pas. Hein. C'est toute la partie cachée, ce qui se passe derrière le décor. Et c'est comment ça fonctionne quand on se dit on est invité à des spectacles, à différentes chorégraphies, on est invité à des congrès. Et est-ce qu'il y a une peur en fait de pas être sur la scène internationale, ou finalement c'est pas forcément une priorité pour vous vu la quantité d'activités que vous avez? Alors moi je dirais on a commencé en 2011, premier show 2012. Je dirais que sur le début d'Alegria, pour ma part, je me souviens encore de la sortie de la scène de Lyon, où il y avait des organisateurs d'événements internationaux.
qui était venu juste à la sortie de la scène et qui nous invitait, qui nous disait voilà. Je me souviens de ce sentiment de on l'a fait, j'avais un peu ce sentiment de c'est pas possible, mais je savais plus où je campais, j'étais mais c'est fou. Tu sors d'une machine à laver en mode essorage. On dit ça va? Et je me souviens, je m'en souviens comme si c'était hier. Je me souviens aussi, dans l'année qui a suivi, des gros congrès de mails, d'organisateurs, etc. Et là, je me souviens qu'à ce moment-là, il y avait une vraie importance, justement, d'être présent sur ces gros événements. C'était pour ma part un sentiment de réussite à ce moment-là, parce qu'aussi un besoin de se sentir part d'une communauté et que ça passait aussi par là. Voilà, donc moi en toute honnêteté... une question de reconnaissance. Voilà, pour la reconnaissance, pour la reconnaissance du travail. Voilà, pour la reconnaissance. Et ça a été important dans l'histoire d'Allegria, vraiment d'avoir tout ça. Ça a vraiment été très important. Aujourd'hui, vous le savez, on a eu... des choix, on a fait des choix dans notre parcours de performeurs, d'enseignants, de tout ça, de toute cette construction. Et les choix qu'on a faits ont été des choix de qualité de travail. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on s'est rendu compte de certaines choses, dans quoi on prenait vraiment du plaisir, ce qui était moteur pour nous. Ce qui était moteur pour nous. Ce qui avait du sens pour nous. Voilà, cette histoire de sens, toujours le sens. Et du coup, on a fait des choix d'année en année. C'est pour ça qu'il n'y a pas 2 années qui se ressemblent. Et donc aujourd'hui, ce qui fait qu'on fait nos choix, ce n'est plus dans ce critère-là. Le critère, c'est qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui nous épanouit, parce qu'on a un métier qui demande énormément d'énergie. Et pour avoir de l'énergie, il faut être en place. Moi, c'est comme ça que je le vois, sentir qu'on est à la bonne place. Et on n'est pas tous faits pour être aux mêmes places, finalement. Donc, en fait, des fois, tu veux essayer d'être à la place de quelqu'un ou quelque chose, et puis c'est pas bon, et tu t'épuises dans quelque chose, et finalement, hop, tu essaies de repositionner ta place. Je sais pas si ce que je dis est très clair. Moi, je comprends, mais parce que j'ai l'habitude. Mais voilà, donc petit à petit, il y a eu une réorientation sur certaines choses. La transmission, qui a été, notamment il y a une année où on a fait un break de show. Beaucoup de personnes ont cru que c'était parce que j'étais enceinte, ou que... Non. Parce que j'étais enceinte. Non, il y avait une vraie envie de se consacrer à la transmission. Et il faut savoir que cette année-là, où on a décidé de faire le break de show, c'était juste après la Malaguena, on dansait avec Marie Andrew. C'était une année folle, folle dans le bon sens. C'était une année folle, avec des contrats, c'était fou. Et à un moment donné, on a dit, oui, mais là, en fait, on fait trop de choses. On aime transmettre, on aime performer, on veut faire ça, c'est trop. Et on va finir par moins bien faire notre travail. On fait pas attention. Donc là, on a beaucoup dansé, parce qu'on a beaucoup dansé, on a beaucoup voyagé. On va transmettre. Parce que si nous, en fait, on s'arrête, tout notre travail, tout ce qu'on a décomposé, tout ce qu'on a fait, tout notre travail, en fait, il va s'arrêter avec nous. Et nous, on s'est dit, non, nous, on veut former des gens pour que ça continue, en fait. Parce que pour le coup, on n'a pas d'enfants encore, mais on aime vraiment cette transmission. Et ça, on a remarqué... Avec les années, il y a 5 ans, on s'est dit, mais ça, on kiffe de fou. On ne fait pas une formation professionnelle parce qu'on n'a pas d'enfants. C'est juste que ça nous laisse plus de temps pour... Non. Donc voilà. Et du coup, tous ces choix-là amènent à un moment donné à d'autres choses que juste se dire, on fait tous les congrès internationaux. Voilà. Alors moi, pour répondre à ça... Mais j'aime aussi les congrès internationaux. Bien évidemment. Moi, pour répondre à ça, je vais faire plus bref. En fait, quand on part sur un truc comme on fait une compagnie, on part pas avec un plan tout tracé. On se dit pas, tiens, on va se former là, on va revenir, on va monter ça, on va faire ça. C'est absolument pas comme ça que ça fonctionne. Enfin, pour nous, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On est parti là-bas, on s'est formé, on s'est regardé en revenant, on s'est dit, on va faire quelque chose. Faut qu'on continue. Et en fait, la démarche a été empirique. On a fait les choses au fur et à mesure. Par contre, il y a des repères qui nous ont aidés. Moi, je me souviens d'une phrase d'Osmar qui m'a dit, attention, vous commencez à travailler, vous commencez à progresser,
Il a vu ce qu'on avait chorégraphié, d'ailleurs, tout le monde nous disait c'est eux qui l'ont fait. Alors pas du tout, c'était Mimon Bassono, c'était la première. Il a vu Mimon Bassono parce qu'on lui a montré avant, et il nous a dit attention, vous allez maintenant, puisque vous commencez à présenter un travail technique sur scène, enfin voilà, qui demande pas mal d'heures de travail, vous allez commencer à avoir les oreilles qui sifflent. Et il nous a dit n'écoutez personne. Mettez votre tête dans le guidon et travaillez. Travaillez. N'attendez pas qu'on vous dise c'est bien, n'attendez pas de reconnaissance, n'attendez rien du tout, n'écoutez pas les critiques négatives, les jalousies ou voilà. Surtout, mettez-vous la tête dans le guidon et travaillez. Et si vous travaillez, eh ben un jour ça paiera. Ça paiera. Voilà. Et en fait, la démarche, elle a été là. Donc, l'idée, c'était pas de faire de l'international ou pas, de faire du local ou pas. C'est pas ça qui définissait la reconnaissance de notre travail. Non. C'était plutôt on fonce et on voit. Ouais. Après, bien évidemment, quand on a commencé à nous appeler de très loin et nous faire venir à 4, sachant qu'une compagnie à faire voyager, c'est quand même plus compliqué qu'être seul ou en couple, parce que forcément, c'est plus cher pour un organisateur, c'est plus de frais. Forcément, quand on t'appelle au bout d'un an et voilà, tu sors juste de ta machine à laver, toi, tu as passé un an dans le guidon et on te dit « Ah, tu veux venir là, tu veux venir là, tu veux venir là ?» Bah, tu fais tu fais ça. Et en fait, tu es très content et tu es juste reconnaissant d'avoir cette opportunité de le faire. Mais le moteur actuel, aujourd'hui, qu'on aille danser à côté, à 300 mètres d'ici, ou à 10 000, pour nous, c'est exactement la même chose. Et je rebondis juste sur ce qu'a dit Damien. Par exemple, ce choix-là de toujours travailler en team et pas en couple aussi a conditionné pas mal de choses. Parce que nous, on a toujours voulu travailler en team. Et toujours, on se déplace à 4, on s'est eu déplacé à plus aussi. Mais ça aussi, par exemple, ça a conditionné pas mal de choses. Mais ça, il y a d'autres questions qui arrivent derrière. Comment vous organisez la répartition entre... déjà, est-ce qu'il y en a une répartition entre le travail physique, à proprement parler, et le travail de la danse? Est-ce que vous avez des routines qui sont incluses dans vos répètes, ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites, tiens, ce matin, il faut 1 heure de stretching, ou il faut qu'on travaille du cardio, ou il faut qu'on travaille du musculaire, voilà. Est-ce que c'est découpé? Est-ce que c'est inclus dedans? Est-ce que ça pourrait très bien aussi être vu comme quelque chose qui vous permet de vous défouler, de faire autre chose un peu que de la danse? Ou comment vous organisez le ratio physique et préparation physique, je dirais, et vraiment plus à proprement parler la technique de danse et puis la créativité? C'est un peu différent pour les garçons et pour les filles, et quoique, c'est un peu différent dans le contenu. On n'a pas besoin de faire du sport à côté pour se défouler. On n'a pas besoin d'avoir une activité physique pour se défouler à l'extérieur, parce que, en fait, ce qu'on fait demande une telle énergie en permanence qu'en fait, on utilise toutes nos billes pour ça. C'est-à-dire qu'on se prépare physiquement en ce qui concerne le sport. Pour les garçons, il y a un entretien en termes de force que tu ne vas pas avoir pour les filles. Par exemple, les filles, elles doivent être détendues des bras. Nous, il ne faut pas qu'on soit détendu des bras. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a un guidage en mode bûcheron, mais c'est pour les porter. Ça veut dire qu'on doit s'entraîner physiquement de manière à être et rapide, et explosif, et avoir de la force, et de l'endurance. Si tu ne travailles pas ça, alors, soit tu seras trop lent, soit tu n'auras pas d'énergie pour faire tourner les filles, soit tu n'arriveras pas à les porter, ou tu vas le faire une fois, et la deuxième, tu vas terminer par terre. Et généralement, si ton corps n'est pas préparé, tu vas te blesser. Donc en fait, ça, on le fait les jours où on ne s'entraîne pas en studio. Voilà, c'est hors des répètes. Donc si par exemple, on fait une répète le lundi, le mardi, on va faire du sport. Pour les filles, c'est gainage. Jambes, gainage, jambes, étirements. Fentes, Les fentes, étirements, tout ce qui est souplesse. Endurance, moi j'aime beaucoup le vélo par exemple, je trouve ça top. Ouais, on part faire 10 minutes de vélo, c'est important, tranquille. Par contre, après, ça dépend aussi pour les filles, ça dépend des danseuses. Quelqu'un qui danse depuis très longtemps a une endurance déjà, et du coup, plus travailler sur du gainage, sur des exercices spécifiques. Mais ça, c'est vraiment en dehors des répétitions, et c'est en fonction des danseurs. Et ça, pour la formation, on prépare les gens à ça en fonction de leur capital. Déjà au départ, quelqu'un qui n'a jamais fait de sport, c'est sûr qu'il n'aura pas la même préparation que quelqu'un qui fait de la GRS depuis 4 ans, depuis ses 4 ans.
Voilà, donc, alors pour répondre à la question, est-ce qu'on a besoin de se défouler à côté ? Non. Se foulasser. Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on aimerait faire à côté, mais comme c'est trop fatigant et que du coup, c'est un coup, si on se tue un week-end par exemple où on est là et qu'on va faire, je sais pas moi, 2 jours d'activité intense, peu importe dans quel domaine, le lundi... T'arrives en répète, ton corps il est au ralenti. En général, tu le refais plus ça parce que ça t'énerve tellement et que tu le payes pendant 3 heures qu'au final, tu changes de stratégie. Surtout après 30 ans. Je vois pas de quoi tu parles. J'ai une question sur le stress. Est-ce que vous avez du stress déjà avant les shows et surtout comment vous le gérez ? Est-ce que vous avez comment vous vous sentez en fait avant de monter sur scène, avant un show ? Est-ce que c'est excitant ? Est-ce que c'est stimulant ? Est-ce qu'au contraire, c'est un truc qui vous pétrifie ? Est-ce que vous aimez pas ça ? Est-ce que vous adorez ? Est-ce que c'est un shoot ? Voilà, comment vous aimez la scène ? Et surtout, comment vous gérez ce stress ? Est-ce qu'il est handicapant, stimulant ? Voilà. Moi, en règle générale, c'est plutôt une grosse concentration ou avant les premières. Avant les premières, là, il y a un petit peu de stress parce que c'est toujours une découverte de comment, en situation de grosse adrénaline, ça va se passer. Il y a eu une période par contre où j'ai stressé avant les shows parce qu'en fait je me suis rendu compte en parlant aussi autour de moi, aux autres performeurs, etc., qu'on était à un moment dans notre carrière où en fait au début les premières années on prouve un petit peu ouais machin, puis après du coup on atteint un niveau et puis après il y a un moment donné où une fois qu'on atteint ce niveau on dit maintenant il faut pas décevoir, on n'a pas droit à l'erreur. Et donc il y avait un moment donné où dans ma tête c'était on n'a pas droit à l'erreur et là ça avait généré un peu de stress. Et donc quand j'ai pris conscience que le stress venait de cette injonction, j'ai travaillé dessus et ça s'est retransformé en concentration tranquillement. Le stress peut aussi arriver quand il y a une grosse fatigue. Quand on est très fatigué, qu'on danse très tard aussi. Des fois dans les gros festivals à 1h, ça arrive, 1h du matin, 1h, 2h. Il y a des fois quand on est fatigué où le stress peut arriver. Mais en général, c'est plutôt une grosse concentration. Damien, lui, il stresse jamais. Non, on peut pas dire que je stresse jamais. Jamais. On va dire, moi je le vis pas de la même manière, je pense que c'est de par mon positionnement. Une fois que le travail est fait en studio et qu'on s'est vraiment mis notre compte au studio et qu'on a fait tout ce qu'on pouvait, après, s'il y a erreur sur scène, il y a erreur, c'est pas dramatique. Moi, ce que je déteste, c'est si je sens qu'il y a un truc qui est fragile en répète et que ça arrive sur scène, là je suis pas content. Et colère. Là je suis pas content parce que c'est quelque chose qu'on aurait pu anticiper. L'erreur humaine, parce qu'il y a erreur humaine, parce qu'on se loupe une main, je m'en fous comme de l'an 40 et je tomberai jamais sur un danseur ou je me ferai pas la peau non plus si c'est quelque chose qui arrive. Qui témoigne pas d'un manque de travail. Voilà. Et en général, les erreurs qui arrivent sur scène, c'est des choses que je vois venir avant. Donc dans ces cas-là, ça m'agace un peu. Qu'on lui tranche la tête ! T'es pas clair. Hein. Après, moi, avant de monter sur scène, je suis pas stressé. Si je sens que ma team est bien, si je sens que tout le monde est concentré, je suis tranquille. Pareil. Tant que je vois que si c'est un peu qu'il y en a qui ont peur ou ils sont fatigués ou que j'arrive pas à prendre la température, là je suis pas concentré uniquement sur moi dans ces cas-là. Non. Mon stress est aussi conditionné par la position qu'on a. Je suis d'accord, pareil. Et toi c'est exactement pareil. Toi t'es en mode tu vérifies et tout, est-ce que ça va bien ? Une fois que ça va bien, on peut rentrer dans notre truc. Et plus je sens du stress de nos danseurs en général, et plus moins je stresse moi, plus je suis envie de m'occuper à calmer, ouais. Après, en termes de plaisir, en fait, des fois, on est juste des chiots avant de monter sur scène. Ouais, des fois, on a trop envie. Il y a certaines scènes qui le conditionnent. Les premières, autant ça peut foutre la trouille pour certains. Moi, je sais que quand il y a une première, j'ai qu'une envie, c'est d'y aller, en fait. Ouais. Parce que ça fait 6 mois ou 5 mois que tu es en train de bosser sur un truc, j'ai qu'une envie, c'est d'y aller. Et ce sera comme ce sera. Alors, bien évidemment, ça va être une scène qui est beaucoup moins maîtrisée qu'une scène qu'un show qui a été dansé 30 fois, mais tu sais, le côté excitant de ça, et ça te rend humble aussi, c'est que tu sais absolument pas comment ça va se passer. Tu n'as pas les repères de l'autre, de la scène d'avant, du sol, de machin. Tu te lances dans l'arène, et c'est... Ouais, je pense ça manque d'ailleurs en ce moment. Ouais, en ce moment, c'est... Ça manque. Donc oui, on kiffe performer. Ouais, ça, on kiffe performer. Alors, ouais. C'est vrai qu'il y a, par contre, il y a une notion que Marie a relevée qui est super importante, c'est que quand on a voyagé,
qu'on est complètement éclaté, que tu t'es resté 8 heures dans un avion et que tes jambes, elles ont tout sauf envie de bouger, version rapide, que tu arrives à l'hôtel, que tu poses tes machins, enfin bref, là en termes de mental, il faut repréparer le corps un maximum de manière à ce qu'il soit le plus opérationnel possible, souvent en très peu de temps, et des fois à 1h du matin, même très souvent très tard. Et il faut quand même savoir, quand tu es performeur, quand tu pratiques un sport de haut niveau, c'est qu'il y a des heures où ton corps il distribue tout ce qu'il faut pour être opérationnel au maximum. Par exemple, les gens qui font des études savent très bien qu'entre 6h et 9h du matin, le cerveau il fonctionne super bien parce qu'il y a tout ce qu'il faut chimiquement pour que ça se passe bien. À 1h du matin, ton corps il est absolument pas fait pour s'exciter. Et là, tu es en train de lui dire, mais si mon pote, tu vas te prendre un truc. Alors, après j'arrête, mais il y a un truc qui est très drôle, c'est qu'au début, quand tu performes pendant 1, 2, 3 ans, t'arrives pas à sentir tes jambes, tu as un peu de stress. Et puis il y a un truc qui se passe avec le temps, c'est que plus tu performes, plus ton corps il apprend. Et il y a quand même quelque chose qu'il y a à savoir, c'est que avant, ça nous faisait flipper de ne pas sentir nos jambes avant de monter sur scène, de ne pas se sentir stable alors que tout va bien, même à des heures correctes. Et en fait, ton corps, c'est un processus qui est assez intéressant, c'est que comme il sait qu'il est crevé, et qu'il va falloir qu'il donne tout pendant 4 minutes, 4-5 minutes. Et ben, il se met en veille avant. Il se met en veille juste avant. Mais il le fait intelligemment, sauf qu'il ne te le dit pas. Donc toi, tu te dis, oh, t'es mou comme un bulot. Tu te dis, quand tu veux, tu te réveilles et il reste, non, je suis bien. Tu montes sur scène, t'envoies pendant 4 minutes, on dirait un lapin du Racel. Et tu ressors de scène, tu fais « Oh, j'étais trop bien, j'étais rapide et tout, nanana. » Mais ça, quand tu le sais pas au début, t'as qu'une envie, c'est de boire du Red Bull, du Coca, de ce que tu veux. Alors que quand tu le sais, après, tu dis « Bon, ok, je comprends. » Il est cool, mon corps, je le kiffe. Voilà, mon corps, je le kiffe. Bon, au second degré. J'aime bien le tien, surtout. Est-ce que vous avez des techniques pour déconnecter? D'ailleurs, est-ce que c'est nécessaire chez vous? Et surtout, pour couper, pour faire complètement autre chose. Et si c'est le cas, qu'est-ce que c'est? C'est quoi votre truc? Avons-nous des techniques pour couper? C'est différent pour Marie, c'est différent pour moi. Toi? Je coupe jamais. Très peu. Moi, j'aime vraiment je coupe rarement, très rarement. Quand je coupe, c'est parce qu'il faut que je dorme ou que j'aime bien cuisiner, que ça me détend ou faire de la cryothérapie récemment. Mais j'aime bien toujours être dans l'univers créatif, musique, art. Voilà. Je coupe pas trop. Moi, pour bien faire mon travail et pour être bien dans ce que je fais, il faut que des fois, je puisse couper. Parce que, le problème dans ma vie, c'est que j'aimerais apprendre tout. Bon, il y a des trucs que j'ai pas envie d'apprendre quand même. Hein. Mais j'ai envie de faire plein de trucs différents. Et des fois, c'est des trucs physiques et je peux pas forcément le faire parce que sinon, j'y passerai un temps de fou. Mais j'ai besoin, ne serait-ce que socialement, quand j'ai passé 3 jours avec des gens en permanence, de manière à pouvoir être en qualité avec les gens, il faut qu'à un moment donné, je me retrouve chez moi, dans mon garage, à faire un truc comme ça où mon cerveau il pense plus. C'est con, hein, mais moi j'ai besoin de ça. J'adore me retrouver au milieu de nulle part où il n'y a pas un bruit, où il y a, voilà. Ou tu regarder une série ou un épisode. Ouais, ça aussi. Mais vraiment, si je suis dans une activité dans laquelle je n'ai plus de responsabilité, plus besoin de m'occuper, d'avoir une vision périphérique, et je suis en train de me concentrer sur un truc, sur un travail manuel ou quoi que ce soit. Ça me fait un bien fou. Et c'est ce qui fait qu'après, je peux repartir plein d'énergie. Voilà. Question que je trouve assez intéressante. Comment vous faites pour trouver votre propre style? Comment vous avez fait en fait pour vous détacher de cette influence de Yamoulé? Parce que vous avez quand même consacré beaucoup de transpiration à comprendre leur technique et à comprendre leur façon de travailler. Comment vous faites pour détacher, comment vous avez fait pour détacher votre patte Alegria alors c'est peut-être une question très technique, mais finalement on s'en fout, on a le temps. Votre patte Alegria, votre propre identité, comment on fait pour se détacher de ça? On peut se poser la question, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui sont élèves de la Sosa Academy ou qui ont été élèves d'Editores ou autre, c'est de se dire comment on fait pour trouver son identité. Est-ce qu'on a un regard là-dessus? Est-ce qu'on finalement on n'y réfléchit pas trop? Est-ce que ça se fait tout seul? Ou est-ce qu'au contraire on se dit non là, ça va pas, je colle trop? Voilà. Disons que quand on est parti de chez Yamoulé, que tu le veuilles ou non, en fait, tu es imbibé d'une technique, donc comme une éponge. Comme une éponge. Donc c'est sûr que c'est ce que tu crées, c'est calqué sur ce que tu as fait. Donc on va dire que trouver une identité, ça prend du temps. Je crois qu'avec Piroli et Tamakun, donc la 2e année, on était déjà dans quelque chose
où on nous disait, ça y est, il y a quelque chose déjà qui... C'est plus Yamoulé. Tout le monde nous a dit, pour Mi Bomba Sono, on voyait beaucoup Yamoulé, qui croyait même que c'était Osmar qui l'avait créé. Mais à partir de Piruli Tamakoun... Ça d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, excuse-moi, je te coupe, mais ça a été un compliment d'entendre. Ah oui. Ah, mais c'est Yamoulé qui a fait ça, c'est sûr. On était contents. Alors que pas du tout. On était contents. Mais du coup, petit à petit, en fait, on s'est rendu compte que ce qu'on aimait beaucoup, c'est... On a quand même beaucoup décomposé, décortiqué pour pouvoir expliquer vraiment dans le détail. Donc, ce qui nous a permis de comprendre des choses techniquement et de les développer. Et on aime vraiment tout ce côté émotion. Nous, on aime vraiment ça. Enfin, c'est cette... Émotion procurée par la musique. Ouais. Et retransmise, bien sûr, avec la danse. Et du coup, déjà avec Piaf, la foule, tout ça, il y avait ce côté émotion où les gens, du coup, étaient très touchés. Et en fait, c'est nous, ce qui nous épanouit vraiment en tant que danseurs, c'est d'avoir un mélange entre la technique et l'émotion. C'est-à-dire que technique sans émotion, on se sent un peu frustré. Que émotion, non, bien sûr. Mais la technique au service de l'émotion. Moi, c'est vraiment comme ça que je vois la patte Alegria c'est dur de voir de l'extérieur parce qu'on est encore en plein dedans. Non, mais c'est des choix chorégraphiques qu'on a fait. Ne serait-ce que dans la constitution d'un partenaire avec la fin sur une fente ou je sais pas quoi, ou la manière dont on fait une intro, il y a des choses qu'on pourrait compliquer plus, les rendre plus techniques, plus difficiles, plus rapides, mais on le fait volontairement pas. Parce qu'on a envie de créer la nuance, créer la différence, et du coup, si on remplit tout à ras-bord tout le temps, au bout d'un moment, tu vois des trucs très compliqués, mais au bout d'un moment, tu te lasses. Et autant c'est kiffant de faire des choses très techniques, autant c'est super agréable, même si ça demande un travail de fond un peu différent qui prend du temps. Enfin, surtout pour ma part, peut-être moins pour Marie, parce qu'elle a quand même un passé de danseuse de fou. Mais moi, sur certaines intros, j'ai vraiment envie de les vivre, les intros, pas juste de les exécuter. Donc, avoir des choses, danser, même si c'est pas ultra compliqué, contraster avec des choses techniques et rapides et musicales, c'est un vrai choix. Voilà, c'est un choix de pas tout remplir pour laisser passer un peu les émotions le plus que possible. D'ailleurs, c'est un sacré challenge parce que vu que c'est quand même une technique qui est quand même assez corsée, faire passer... ce dosage-là, il est pas évident. Donc je dirais que c'est ça. C'est vraiment toujours cette technique au service de l'émotion et cette façon de remplir justement pas tout le temps à fond pour laisser passer tout ça. Et après, ce qui a défini l'identité d'Alegria, encore une fois, c'est une démarche empirique. Ça s'est fait au fur et à mesure. En fonction des morceaux. Les choix musicaux aussi. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de compagnies qui aiment Oscar aussi, parce que... Mais il n'y a pas qu'Oscar, on a fait plein de trucs différents. Non, mais quand même, c'est vrai qu'on a beaucoup utilisé Oscar, mais tous, La Malaguena, Poco. Je me souviens quand Poco est sorti, au niveau de l'identité aussi, on nous a dit pas mal de choses qui... du point de vue du public, c'était assez nouveau comme vision de la salsa. Et nous, des fois, on est dedans, donc c'est pas évident aussi de voir ça. Faudrait peut-être vous demander à vous, au niveau de l'identité, Alegria, c'est quoi ? D'ailleurs, tant qu'on est sur New York, si vous deviez... donc, il y a quand même pas mal d'années qui se sont maintenant écoulées depuis votre séjour à New York chez Yamoulé. Est-ce que, si vous deviez retourner dans le temps, avec les connaissances que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous feriez les choses autrement ? Est-ce que vous feriez tout pareil? Alors c'est de la théorie de la SF, parce qu'effectivement c'est pas possible, mais si c'était le cas, est-ce que vous vous conseilleriez autre chose? Est-ce qu'il y a des stratégies qui seraient différentes dans votre façon d'aborder les choses, et puis ce périple qui a été à mon avis une super aventure? Est-ce qu'on ferait les choses autrement? Mais je crois que tous les deux on va dire la même chose, mais absolument pas. On ferait tout pareil. Tout pareil. Alors même avec les connaissances qu'on a actuellement, pourquoi? Parce que il y a plein de gens qui nous disent « Mais pourquoi vous avez pas pris toute la semaine des cours avec un tel, ceci, cela ?» Moi, au tout départ, quand je voulais partir aux États-Unis, indépendamment du projet qu'on a commun, je voulais faire lundi tel cours, mardi tel cours, mercredi tel cours, machin. Et en fait, c'était une idée géniale. On l'a un tout petit peu fait au début.
Et en fait, on s'est vite rendu compte d'un truc, c'est qu'en fait, les gens là-bas, ils progressent parce qu'ils se mettent dans un truc et ils s'y mettent à fond. Alors, tu te dis, oui, mais c'est frustrant, c'est une certaine fermeture d'esprit de ne pas prendre les cours de tout le monde. Mais en fait, c'est pas ça, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que tu t'engages dans un truc et tu y vas à fond. Et si tu fais lundi un peu de ci, mardi un peu de ça, donc tu auras une connaissance d'à peu près tout. Ça peut être très bien pour nourrir ton social, ça peut être très bien pour nourrir ta culture, pour trouver toi ce dans quoi tu vas t'identifier. Mais nous, ce qui nous faisait kiffer, c'était Yamoulé. Point barre. Donc à partir de ce moment-là, si tu n'y vas pas en permanence, tu vas pas au bout de la technique. Mais oui, dans tous les cas, je dirais, même pour un danseur aujourd'hui, pour vraiment progresser de façon significative et changer vraiment une habitude de corps, il faut pousser dans une technique. À fond. Au moins un nombre de mois certain pour ensuite en sortir et faire d'autres choses. Mais sinon, le corps, il progresse, mais il ne sait pas trop dans quoi il progresse. Prendre plein de cours, c'est vraiment bien. Mais je pense une majeure partie des personnes, il vaut mieux pousser dans une technique et après en sortir plus et tard. Ça n'empêche pas après de s'enrichir, de prendre d'autres cours à côté. Mais voilà. Il y a une discipline dans laquelle il faut vraiment t'investir. Alors c'est sûr qu'au départ, les premiers cours que tu fais peuvent t'aider à définir celle qui pour toi te permettra de t'identifier le plus. Mais nous, c'était déjà clair d'entrée. Le projet, c'était d'y aller. Donc on fera exactement pareil. Pareil. Dans la même machine à laver. Est-ce que vous avez une clé pour la réussite de vos rêves? C'est vrai que là, je rebondis un peu. Marie, je dis Marie, ça se trouve, c'est pas toi, mais vous avez beaucoup travaillé sur la dimension du rêve. Alors, j'y viendrai tout à l'heure quand je reparlerai de ce projet d'Alice. La réalisation d'un rêve. C'est vrai que des fois, les rêves, ça fait peur, on n'a pas envie de les écouter. On entend aussi beaucoup de gens qui nous disent faut être réaliste, soit revient sur Terre. Voilà. Qu'est-ce qui a été le déclencheur de dire si, moi je vais m'y accrocher, et surtout, est-ce que vous avez une recette, en tout cas une recette qui aurait marché pour vous? Je ne pourrais pas donner une recette universelle, je n'aurais pas la prétention de faire ça. Par contre, ce que je peux conseiller sincèrement, c'est déjà de prendre un temps un peu d'introspection à savoir ce qu'on veut réellement faire et d'avoir des rêves, en tout cas, si on veut les réaliser, qui soient quand même un minimum réalisables, parce qu'il faut pas... il faut toujours voir les choses dans un contexte et avec les possibilités, avec tout ça. Donc déjà, bien définir à l'avance, avoir un goal de ce qu'on veut, accomplir. Mais pour y arriver, c'est énormément de remise en question, c'est énormément de travail, c'est énormément de mental, c'est plein de choses. Ça dépend les rêves aussi. Il y a des choses qu'on veut... des fois, on se fait une montagne de certains rêves qu'on arrive à accomplir, on va dire, de façon plus facile. Mais en règle générale, moi, je sais que ce qui m'a permis vraiment d'aller loin, c'est quand même de faire aussi un travail sur moi, une remise en question, et puis le rêve, il est toujours associé quand même à du travail. Il n'y a rien qui arrive comme ça. C'est vrai que la somme de travail, elle est quand même colossale. Il ne faut pas perdre la foi. Et puis vraiment trouver sa place, je crois. Dame, tu aurais une recette? Je dirais pas qu'il y a de recette parce qu'en fait, ça dépend beaucoup du rêve. Ça dépend du domaine dans lequel s'inscrit ton rêve. Par exemple, Marie, si je peux parler pour toi, Marie, elle danse depuis toujours. Elle dansait avant de courir. Donc en fait, elle a eu l'objectif... Je veux faire ça, je veux ceci, je veux cela, mais elle avait déjà des clés de par son expérience qui permettaient d'y arriver. De la même manière que si tu veux faire une spécialité en médecine, tu as plus de visibilité quand tu as déjà fait ta première année et que tu sais que tu es capable de retenir beaucoup d'informations, que si tu es en BEP menuiserie et que tu dis « tiens, je vais faire médecine ». Donc en fait, je rejoins Marie sur le fait d'avoir des rêves entre guillemets à sa portée, c'est-à-dire que si ton rêve c'est de faire plier ton coude dans l'autre sens, peut-être pas une super idée au départ, tu vas peut-être te mettre dans un truc qui est un peu inutile, qui va demander du travail pour... Quoique non, c'est vite fait de se péter un coude à l'envers. Enfin bref. Moi je sais, en ce qui me concerne, c'est beaucoup de travail et surtout de pas forcément partir sur des choix rationnels. La danse, pour moi, c'est un truc que j'ai commencé tard. On va y venir à une question plus tard. Plus tard. Mais je ne suis pas du tout rentré avec un plan dans ma tête. Je vais faire ci, ça. Pas du tout. Je savais, j'étais juste passionné.
Et en fait, je voulais pas travailler de la danse, mais j'étais passionné et je voulais en faire un maximum. Et au fur et à mesure, ça a amené à une chose qui a ouvert une autre porte. Et puis il y a d'autres portes qui se sont fermées. Je me suis rendu compte que et voilà. Et au fur et à mesure, ça s'est fait. Encore une fois, c'est vraiment une démarche empirique. Mais par contre, il y a une clé, c'est que si tu es passionné par un truc, toi au pluriel, Sylvia et le monde, si tu es passionné par un truc et que vraiment ça te tient, il faut pas attendre que ce soit parfait. Non. Il faut pas attendre que tu aies des conditions idéales. Ça, c'est des excuses pour ne pas avancer. Il faut pas attendre qu'on t'encourage. Il faut pas attendre que tu te trouves bon dans le truc dans lequel tu es. Il faut juste faire. Travailler, c'est un mélange de travailler pour arriver à ses rêves et faire confiance. Travailler sans avoir Alice est un exemple de ça, mais il y a plein d'autres choses. C'est qu'à un moment donné, quand on fait ce qu'il faut, je crois, de ma petite expérience, que ce qui doit arriver arrive. Donc, c'est faire confiance. Mais se donner vraiment les moyens de le faire. Voilà, ne pas se dire, si Brad Pitt, si on est fait pour être ensemble, il va trouver mon adresse. Non, c'est pas ça. Voilà, Brad Pitt est quand même particulièrement sexy. Mais voilà, un mélange de tout ça, en fait. De réalité, quand même d'ancrage, mais sans forcément, comme dit Damien, d'attendre que ce soit parfait, quoi. Ouais, et il faut viser des trucs qui, pas forcément qui sont à la portée, mais qui restent un peu du domaine je sais pas, c'est comme un mec qui fait 200 kilos de muscles, comme ça, depuis 40 ans de travail, et qui aimerait bien se transformer en Frankie Martinez. C'est faisable, mais ça va demander énormément de travail peut-être, et encore non, ce sera pas faisable. Donc encore une fois, faut juste pas vouloir tout faire, mais par contre, si il y a un truc qui te tient à cœur, il faut le faire, il faut foncer. T'en as rien à foutre du pourquoi, du comment, tu le fais et tu verras plus tard. C'est en ça que s'inscrit la confiance en tu sais pas quoi, mais juste si ton moteur c'est la passion. Si ça vibre. Et je rajoute quand même quelque chose qui est essentiel, c'est que même si tu te dis oui, ils vivent de leur passion et tout, mais en fait c'est beaucoup de travail et il y a des fois c'est juste chiant, il y a des fois c'est fatigant, enfin c'est souvent fatigant, mais c'est jamais chiant. Non, c'est vrai. Et en plus on s'engueule jamais. Je veux dire, tout est absolument. C'est jamais chiant, le croyez pas. Mais c'est des fois fatigant, oui, mais c'est jamais chiant. Alors j'en arrive à une famille de questions un peu plus perso. Une question d'Eliane qui demande en fait, est-ce que vous avez toujours fait de la danse et si c'est pas le cas, qu'est-ce qui a poussé en fait, qu'est-ce qui a déterminé que vous ayez décidé de dire je vais en faire ma vie? Est-ce que ça s'est posé d'ailleurs comme ça comme question? Est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné vous avez eu un choix ou est-ce qu'au contraire de toute façon c'était évident? Une question qui peut être intéressante autant pour Marie que pour Damien parce que je sais que vous n'avez pas le même parcours et ça m'amène aussi une autre question qui est la question du doute. Est-ce qu'à un moment donné vous vous êtes dit dans ce processus de création, de devenir d'Allegria, peut-être se mettre une issue de secours à côté ou je pense que c'est une question qui peut être intéressante parce qu'elle parle un peu du monde professionnel. La salsa, c'est un milieu qui est particulier parce qu'on n'a pas un processus classique avec un diplôme professeur de salsa ou performeur ou autre. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question de se dire, ça fait peur quand même avec tous ces gens en plus, le marché, il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Et voilà, c'est une vraie aventure de se lancer. Et voilà, est-ce que professionnellement vous faisiez autre chose avant? Quand est-ce que vous avez décidé de vous dire c'est maintenant et ça sera ça? Différent pour Damien et moi. Moi j'ai commencé toute petite et j'ai toujours énormément dansé, même quand c'était dans des écoles amateurs. Je crois que depuis l'âge de 4-5 ans, oui, ça m'a jamais quitté. Il y a eu des années où j'ai eu des programmes de 25 heures par semaine. En sortant de l'école, aller directement à la danse. J'ai fait aussi de la GRS à haut niveau quand j'étais de mes 8 à 10 ans. Et puis après, danse contemporaine, danse moderne, danse classique, mais danse classique un peu moins. Je m'y retrouvais pas trop. Et puis après, découverte de la salsa, tango argentin. Je donnais aussi des cours de rock et de danse de salon. Et puis après, c'est sûr que quand on est parti chez Yamoulé, du coup, j'ai un peu tout arrêté. Même à New York, j'ai pris très peu de cours, quelques cours quand même de temps en temps de contemporain, mais vraiment concentré sur la salsa. Et puis concernant du coup en 2011, tout ça, quand on a commencé Allegria, est-ce qu'on a eu des doutes?
moi, je dirais que vraiment, quand on vit une expérience comme on a vécu à New York, comme ça, 1 an, il y avait déjà vraiment un sentiment de... On l'a fait, quoi. Enfin, on a travaillé pendant 2 ans pour pouvoir faire ça, on a mis de côté. Pendant 2 ans, on a beaucoup, beaucoup travaillé déjà avant New York. Et quand on a fait et qu'on est revenu avec notre diplôme et avec tout ce qu'on avait vécu et avec... quelque part, il n'y a pas de place pour les doutes parce qu'il y avait déjà un sentiment d'accomplissement personnel, d'être allé vraiment... bon, on aurait pu rester un peu plus, bon, on ne pouvait pas avec les visas, mais c'était vraiment déjà... ça remplissait beaucoup ce sentiment d'accomplissement. Et donc, tiens, on continue. Quand on a fait la grille, on a dit, bon, on va continuer ça. Mais il n'y avait pas de doute, parce que dans l'idée, c'était... Il n'y avait pas d'expectative. On s'est pas dit, tiens, on va faire un truc pour faire le monde entier et faire ça. Souvent, les gens, ils nous disent, putain, mais vous aviez prévu tout ça. Mais non, on n'avait pas prévu, les gens, je vous jure. On a juste dit, on était dans le Bronx, on a pris l'avion, on s'est retrouvés à Nîmes. Nîmes. Et on s'est entraîné dans une salle à Russan. Il faudra un jour, je vous prends en photo le truc. Il y avait un bateau en coquillage. Enfin, pour ceux qui ont été biga, Alex, tu te souviens? Et en fait, du coup, nous, on s'est retrouvés là et on a dit, on veut juste s'entraîner. On veut continuer, on veut monter un truc, on veut travailler en team, on veut faire des shows et on verra. Et donc, à l'époque, on donnait des cours. Et du coup, notre métier, c'était aussi de donner des cours ici, à Nîmes, à Montpellier. Mais il n'y avait pas de doute parce que je vous assure que la première fois qu'on est sorti de scène à Lyon en 2012, je me suis dit, ah ouais, quand même. J'étais moi-même choquée alors qu'on avait travaillé comme des connards. Mais comme des connards. Parle pour toi, moi je suis un mec. Désolée, je suis un peu violente, mais on avait beaucoup travaillé, donc quelque part, on aurait dû se dire, ah mais oui, mais moi en fait, j'étais juste choquée. En mode, oh, ah oui, d'accord, ça commence là, d'accord. Voilà, donc des doutes, pas des doutes, c'est plutôt, voilà... l'envie. Ça veut pas dire qu'il n'y avait pas de remise en question permanente. Ah oui, des remises en question tout le temps. Et en fait, des doutes sur un plan organisé, c'est-à-dire que cette année-là, je vais faire ça, cette année, est-ce que mes choix sont bons? Non, parce qu'en fait, on n'attendait rien. On avançait au fur et à mesure. Mais ça, c'est un conseil dans le domaine artistique. Je vous rien. conseille de ne pas trop planifier. Il faut planifier petit à petit et d'année en année. Parce que sinon, ça marche pas. Des fois même, on peut pas tout savoir. Comme c'est basé sur des choses de l'intérieur, les créations, il y a des choses il faut pas trop prévoir. Mais du coup, Dame, toi, c'est différent pour ton parcours. Moi, ça n'a rien à voir parce que, en termes de danse, je pense que j'avais le niveau d'un mec danseur de boîte de nuit, tu vois, au max. Ouais. Non, c'est vrai. Non, la danse, pour moi, c'était un concept sur Arte. Tu sais, quand il fait le mouvement bizarre. Effets spéciaux. Voilà. Alors par contre, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je suis né... Arrête les effets spéciaux. Ok. On n'a plus de budget, tu t'arrêtes. Après... Oui, c'est le confinement. Est-ce que je peux la taper? S'il vous plaît? Je sais plus ce que je disais, du coup. Ton parcours, et que du coup, boîte de nuit, Arte... Ouais, j'avais très envie d'apprendre à danser. Alors peut-être parce que je suis né dans un milieu artistique de musicien. Et j'ai grandi un peu dans les coulisses de l'opéra de Paris. Donc j'y passais un peu de temps quand même. Et la danse, pourquoi? J'en sais rien. J'ai toujours eu envie d'apprendre à danser. Et au final, quand je m'y suis mis, j'étais en plein milieu de mes études de psycho. J'étais pompier à côté, donc un truc qui avait rien à voir. Je faisais du sport, mais je faisais pas de danse du tout. Et j'ai commencé à danser, et c'est devenu n'importe quoi. Ça m'a bouffé mon temps. C'est-à-dire que je travaillais même dans une ONG à côté. J'ai dû arrêter parce qu'en fait, au final, c'était du lundi, mardi, mercredi, jeudi. En fait, du coup, j'avais plus le temps. À l'époque, c'est vrai qu'on dansait tous les soirs à Montpellier. Ah, on dansait tout le temps. Tous les soirs, il y avait des soirées. N'importe quoi. Je ne m'estimais pas bon danseur du tout, mais d'ailleurs c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Marie. Je lui ai dit j'ai envie de faire un truc avec la danse, mais je voulais partir un an. On m'a même demandé à l'époque de lui donner un cours de tour pour les filles. Parce qu'il donnait des cours. Je donnais des cours, mais pour ses filles. Marie, tu peux comprendre tourner. Bon. Tout retirer, tout machin. Moi je comprenais rien, donc je dis avant de danser quelque chose, il faudrait peut-être que je sache de quoi on parle. Parce qu'on est bien d'accord que quand on commence un cours de danse à donner des cours, on est des quiches en général. Des vrais quiches. Paul, pour toi? Oui. Non. Juste une quiche. Non. Non, mais toi, tu as été bien formée, madame. Bref. Donc,
Donc en fait, moi je suis parti. Je vais la taper. En fait, donc études de psycho, 4e année, je crois. Et là, j'avais déjà construit mon projet professionnel et j'avais fait énormément de stages. Je bossais aussi avec les pompiers et tout. Charlie? Et là, je me dis, non mais en fait, j'ai vraiment envie de danser là tout de suite. Et si je danse pas tout de suite, c'est pas quand j'aurai 50 ballets que je vais le faire. Donc en fait, j'ai arrêté. J'ai arrêté la psycho, j'ai arrêté tout ce que je faisais et je dis tiens, bah, on va faire ça, on se casse. Et en fait, à partir de là, en fait, mes choix ne sont pas rationnels au départ. Ne sont ni rationnels ni stratégiques. Pareil. Par contre, je sais une chose, c'est que quand j'ai une idée en tête, je ne l'ai pas ailleurs. Alors, les bons et les mauvais côtés vont avec, mais j'avais juste envie de danser. Et je voulais même pas partir danser dans une team ou quoi que ce soit, absolument pas. J'avais juste envie de danser, point barre. Et j'aime beaucoup le social, mais j'avais envie d'aller plus loin. J'avais envie de faire que ça, quoi, voilà. C'est un peu bizarre. Et j'étais pas parti pour en faire un métier du tout. Ça s'est dessiné après. Absolument pas. Nous, on avait économisé pour partir là-bas. On donnait déjà des cours, on avait déjà notre structure. On faisait déjà des soirées comme plein de gens. Et c'était pas un besoin économique, pas du tout. On voulait. D'ailleurs, quand on est parti aux États-Unis, en fait, c'est le moment où c'était le mieux économiquement pour l'assaut. Oui. Et nous, on s'en foutait comme dans un 40. Parce qu'on avait construit, on avait quand même beaucoup bossé pour construire quand même quelque chose de viable. Et on aurait eu les retombées après, mais en fait, on s'en foutait complètement. Nous, ce qu'on voulait, c'est partir et danser. Point barre. Voilà. Moi, du coup, c'est vrai que je vivais déjà de la danse avant. Et du coup, moi, j'ai arrêté mes études aussi pour danser. Mais du coup, ouais, il y avait vraiment ce côté enseignement beaucoup. Mais c'est vrai que c'est après le retour de New York que ça a tout changé. Est-ce que vous avez une autre approche artistique de la musique en général? Est-ce que vous jouez d'un autre instrument, vous chantez? Je crois savoir que Damien fait de la flûte. Voilà. Est-ce que vous avez une autre approche de l'art? Est-ce que nous avons une autre approche artistique? Alors oui, en effet, il se trouve que selon les conditions actuelles... Moi, je joue un tout petit peu. Je jouais du piano. Je vous ai fait une mini démonstration du seul morceau dont je me rappelle parce que je faisais ça quand j'étais petite. Sur le piano le plus faux de toute la galaxie des pianos. Donc j'ai une grande passion pour le piano. Le violoncelle que je ne joue pas. Mais le piano, du coup, je n'ai plus du tout le temps d'en faire. Et du coup, le piano qu'on a récupéré, ben, il est super faux et l'accordé n'est même pas forcément... Il est juste super lourd aussi. Putain, voilà. On l'a porté. Voilà. Donc pas d'autre approche à part ce souvenir. Moi si, parce que approche artistique. Alors j'ai fait du violoncelle quand j'étais gamin pendant 7 ans je crois, et j'ai toujours été très 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 sensible à la musique, encore plus le violoncelle, mais en fait tu peux m'enlever tout dans la vie, enfin non pas tout, je vais me faire taper, sauf Marie, la musique et mes deux toutous. Tu dis ce que tu veux. Est-ce que j'ai bien répondu? Tu dis ce que tu veux. La musique, enfin, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais je dis pareil. C'est truc de fou. La musique avant la danse. La musique avant la danse, parce que s'il n'y a pas la musique, il n'y a pas la danse. Moi, j'aime le silence aussi. Ouais, mais parce que toi, quand tu danses en silence, ça ressemble à quelque chose. Une question sur le social. Est-ce que parfois ça vous manque l'anonymat dans le social, c'est-à-dire cette idée de pouvoir aller un peu comme au départ de tous, aller dans une soirée, voilà, reconnaître 3-4 potes et puis danser toute la soirée dans un coin, au milieu, devant le DJ, peu importe. Est-ce que ça vous manque d'être un peu anonyme dans une soirée salsa? Est-ce que le social d'ailleurs c'est quelque chose qui est important pour vous ou finalement c'est pas le cœur? Moi, je me souviens avoir une conversation avec Marie Yogo qui me disait qu'elle, c'était vraiment la scène. Et la scène, le travail, la performance, que le social, c'était pas... voilà, c'était anecdotique à côté. Moi, je dirais qu'en règle générale,
l'anonymat ne me manque pas en social. Enfin, ça me manque pas. Parce que le fait d'avoir une notoriété, ça ne change pas mon attitude en social. J'ai toujours aimé danser en soirée. J'ai toujours adoré danser en soirée. Et c'est pas parce que maintenant il y a Allegria depuis tant d'années que mon attitude est différente. La seule chose, c'est qu'en période de grosse fatigue, il y a des fois où je me dis que si du coup j'étais pas connue, j'aurais moins de... Par exemple, je refuse jamais de danse en soirée, ou alors très rarement, parce que du coup, voilà, en tant que... Je sais que les personnes en soirée sont contentes de danser avec nous, etc. Donc justement, comme il n'y a pas d'anonymat, il y a des fois à ce niveau-là où c'est pas toujours évident. Des fois, on est fatigué et on a super soif, ou on n'est pas... Et parce qu'on est connu, on a une attitude un petit peu différente. Mais sinon, non, l'anonymat, ça me... En ce qui me concerne... Il a été long à démarrer, là, quand même. En ce qui me concerne... En ce qui me concerne, au jour d'aujourd'hui... Au jour d'aujourd'hui. En ce qui me concerne, moi, le social, j'ai toujours adoré le social. Après, c'est vrai que j'ai eu envie d'aller plus loin, c'est-à-dire vraiment bosser dans un studio et m'entraîner comme ça, mais le social, pour moi, c'est juste essentiel. Ce qui est un peu difficile, hormis parce que oui, il y a le côté fatigue, mais c'est surtout l'attitude de certaines personnes. Alors, c'est pas forcément négatif, mais quand, par exemple, tu vas danser en Chine et que, du coup, c'est loin et que les gens, ils te voient pas souvent, ils ont envie que la danse que tu vas avoir avec eux, juste, ils donnent tout. Alors, soit ils donnent tout, ils ont envie que tu donnes tout, que machin. Alors que des fois, tu as juste envie de danser en social, t'as pas envie de faire un show, t'as pas envie de faire des trucs ultra compliqués, t'as juste envie d'être cool et d'avoir une bonne connexion avec la cavalière. Je crois que c'est Adolfo qui le disait il y a quelques temps de ça. Il disait, on fait notre travail sur scène, c'est-à-dire qu'on est en mode showtime, et quand on est en mode social, c'est pour kiffer. Et je suis totalement d'accord avec lui. Et il y a des personnes... où c'est le moment, et en plus avec l'effet vidéo maintenant, c'est-à-dire que tout le monde a envie d'être filmé en social, ça accentue naturellement ce phénomène où c'est le moment où il faut tout donner. Et c'est vrai que de temps en temps, moi, l'anonymat du truc où tu pars avec ta cavalière, t'es pas forcément devant le DJ ou un truc comme ça, et t'es tranquille, et du coup ça se passe bien, je trouve ça chouette. La deuxième raison, c'est que des fois, les gens ils se mettent la pression avec nous, alors qu'on est comme tout le monde en fait. Des fois en plus on est bien, des fois on n'est pas très bien en social, des fois il y a une super connexion, des fois tu kiffes la musique, des fois tu la kiffes pas, donc du coup tu ressens pas grand chose, enfin voilà. Non, juste comme tout le monde en fait, tout le monde passe par là, mais il y a des fois les filles elles se mettent la pression. Alors peut-être parce que c'est pas... Qui se mettrait pas la pression en même temps? Alors qu'en vrai pas du tout. Il fait flipper ce mec. Mais c'est pas vrai, je suis gentil. Alors qu'en vrai, il n'y a pas de pression à se mettre du tout, et en plus, voilà, c'est pas un show, c'est pas une perf, et voilà. C'est le côté un peu, moi, c'est ce que j'aime dans le côté anonymat, mais je pense que c'est plus une question de personnalité, ça. Mais moi, tu me mets dans un coin tout seul. Damien, en social, tu le trouves pas? Des fois, j'ai des filles, elles me disent, mais il était là, Damien? Je dis, mais oui, il a dansé, mais il était caché. Voilà, parce qu'il aime bien. Oui, c'est pas forcément je suis caché, c'est qu'en fait je me balade de partout dans la soirée, je me mets pas toujours devant le DJ ou ceci ou cela, je me balade de partout, donc je danse, mais enfin voilà, c'est... Voilà. Toujours sur la danse, est-ce que vous travaillez d'autres styles? Est-ce qu'il y a des fois ça vous donne envie, ou est-ce que vous faites ça en ninja, de bosser le hip-hop, l'afro-cubain? Est-ce que c'est vraiment par une attirance artistique, ou est-ce que vous dites ça serait bien qu'on fasse un truc dans ce genre-là? Est-ce qu'on en a besoin? Voilà, comment vous bossez la danse? Moi, c'est une question que je trouve particulièrement intéressante pour vous, parce que comme vous n'avez pas du tout tous les deux le même cursus, puis je parle aussi en tant que mec, hein, je me sens un peu proche de Damien, hein, de tous ces gens, on arrive et puis on n'a pas commencé la danse à l'âge de 5 ans.
Comment on travaille à côté sur sa propre danse? Est-ce que c'est des routines de body move en se disant de toute façon à force ça va venir? Est-ce qu'on a des exigences où on se dit non mais de toute façon ça c'est pas pour moi, j'ai démarré trop tard? Est-ce qu'au contraire on se dit si mais il faut que je bosse, c'est une question de travail, mais comme vous travaillez déjà énormément, c'est pas forcément facile de se dire tiens je vais bosser de l'afro-cubain, du hip-hop, de la valse, n'importe quoi, je sais pas, d'autres styles, des claquettes. Voilà, comment ça se passe votre travail sur la technique de danse propre en dehors des classiques, j'ai envie de dire, des codes classiques de la salsa? On n'a pas énormément de temps, pour être très honnête, pour prendre des cours. Ouais, et ça dépend des années aussi. Alors pour ma part, quand possible, j'aime bien prendre des cours d'autres choses. Là, ça fait un moment, mais j'adore retourner quand je suis à Paris, prendre un cours avec Alain Grutadoria en moderne. Dans les festivals aussi, on aime bien, quand on n'est pas trop fatigué, qu'on a l'énergie, prendre les cours, d'autres cours pour voir d'autres façons. Quand on n'a pas l'énergie aussi, on aime bien les regarder. Voir aussi les approches pédagogiques de chacun. Mais en vérité, on n'a pas énormément de temps pour le faire. Actuellement, moi en plus avec Ali, c'est tout ce travail de fusion aussi que je fais à côté. Du coup, je me sens quand même assez comblée Et complète. Ouais, dans tout ça. Donc, mais c'est toujours un plaisir de prendre d'autres cours, ça c'est sûr. Moi, la démarche est un peu différente, comme tu l'as dit, Biga. Ah oui, alors on appelle Alex Biga, mais c'est pour... c'est entre nous. C'est entre nous. Mais voilà, que vous compreniez pourquoi on dit Biga depuis le début. La démarche est différente. Alors, j'ai pris des cours de plein de trucs. J'ai pris des cours de hip-hop, alors pas beaucoup, hein. J'ai pris des cours de rumba, j'ai pris des cours de bar à terre, j'ai pris des cours de classique, j'ai pris des cours de contemporain, des trucs comme ça, mais peu en fait. Mais j'en ai quand même pris. Alors déjà parce que c'est compliqué avec l'emploi du temps où dès le début t'es à fond. Et il y a des choses que je ne m'impose plus quand elles ne me sont pas nécessaires. C'est-à-dire, de par le fait que j'ai pas un parcours où j'ai, on va dire, des aptitudes dans toutes les danses. J'ai pas des aptitudes dans toutes les danses, et puis c'est surtout que j'en ai pas envie. Oui. Faut savoir un truc, c'est que c'est pas parce que tu fais de la salsa que tu dois être expert en rumba, expert en two, expert en one, expert en machin, il y a des choix en fait, expert en cubaine, il y a des choix à faire. Ouais. Moi, il y a des choses que je trouve très jolies chez les autres, mais ça me génère aucun plaisir quand je les fais. Donc si on a besoin de travailler des trucs techniques parce qu'on décide d'en mettre dans nos routines et puis que ça nous fait progresser, on le fait, et là je vais me donner vraiment la peine de refaire 1000 fois. C'est-à-dire quand Marie elle va regarder un mouvement et elle va le refaire en 17 secondes, moi il va me falloir 17 heures pour arriver à faire un truc qui s'en approche vaguement. Donc ça me demande pas le même travail, et ce qui est normal, et je m'en fous, déjà j'arrive à le faire, je suis content. Mais par contre je vais pas me faire 3 heures d'isolation corporelle, de rumba ou ceci ou cela, si ça n'évoque pas une grande passion chez moi. Il y a plein de mouvements d'afro que j'adore, que je vais travailler parce que je les kiffe, et d'ailleurs on va les retrouver dans mais je ne vais pas faire 3 heures dans un truc simplement parce que ça colle au style. Je m'en fous en fait. Chacun à sa place. Moi, je pars de mes capacités, de mon expérience et de ma réalité, ce qu'on vous disait tout à l'heure par rapport aux passions, c'est-à-dire que je souhaite pas avoir mon coude qui plie à l'envers. Ça m'intéresse pas en fait. Il est bien dans ce sens-là. Voilà. Donc, et puis il y a quand même un truc qui est un peu propre à notre discipline, c'est-à-dire que plus tu demandes de relâchement, moins tu dois avoir de musculaire, mais par contre moins tu peux faire de portée. Donc notre travail, il est toujours d'avoir cet équilibre entre la rapidité, la force, en même temps le relâcher et tout. Donc c'est pas évident, et puis on n'a pas les mêmes morphologies, donc ça donne pas le même résultat à l'extérieur. Mais le travail, il reste quand même conséquent pour arriver à faire ce qu'on veut faire. Donc en partant des billes que j'ai, je suis très content de faire ça. Et il y a des choses que je vais prendre plus plaisir à travailler, parce que je vais les expérimenter. Dans des domaines, le tango, j'ai pris des cours de tango, je me suis régalé, même si c'est pas quelque chose qu'on utilise dans les routines, mais moi ça me fait plaisir, j'ai fait ça, voilà. C'est pas forcément une stratégie par rapport à nos routines, on va mettre, ou parce que la tendance ça devient ça, donc du coup on va faire ça.
Non. S'en inspirer, oui, bien évidemment. Regarder ce qui se fait, oui. Mais en restant dans une certaine identité, même si on l'a fait évoluer. Alors j'ai pas compté, mais je pense qu'on arrive quand même à déjà quelques promotions de Mathiagua, hein. Je sais pas, ça doit être au moins la 3 ou 4e, vous me le confirmerez. Qu'est-ce qui a changé dans votre conception du travail quand vous vous êtes lancé dans cette aventure, que vous avez commencé à organiser la première... La première vague, qu'est-ce qui a changé autant sur le plan structurel que sur votre plan de votre relation aussi avec vos danseurs? On sait que vous êtes très fusionnel, vous avez cette réputation d'être vraiment entier. Mais j'imagine aussi que ça peut générer des problèmes, que des fois ça prend trop sur la vie, que des fois puis c'est pas facile en fait de manager et tout en étant proche. Voilà, c'est un peu une double question en fait. Comment vous gérez ça, cette distance et cette proximité, et en même temps est-ce qu'il y a des choses qui ont changé entre les premières vagues et maintenant que vous avez un peu plus d'expérience, un peu plus de recul là-dessus? Mathiagua. On en a combien d'années là? Cinquième année, 5e saison. Qu'est-ce qui a changé entre la première année? Déjà, pourquoi Mathiagua? Mathiagua, c'est l'envie de transmettre, comme on vous disait tout à l'heure. Cette envie d'aller plus loin, même que l'atelier chorégraphique où on voit nos élèves une fois par semaine. Et puis d'amener un groupe à faire un palier pour pouvoir accéder à un travail peut-être pro. Pas pour tous, mais voilà, c'était l'envie de créer un palier. Les premières années, ça se passait ici, chez nous. Et aussi, derrière nous. On avait répété aussi. Donc la grosse différence, quelles sont les différences? En fait, je dirais que ça a toujours été dans le même esprit, puisqu'en fait, on a toujours les mêmes valeurs, que ce soit dans Alegria ou Mathiagua. On sait, c'est sûr que d'année en année, ça s'affine forcément, puis nous, on évolue, on observe. Puis il y a des erreurs qu'on fait plus. Il y a des choses, en fait, d'année en année, comme c'est de l'humain, on observe des comportements où on se dit, ça, on n'aurait jamais prévu. Donc, ce qui change, c'est pas forcément notre façon, peut-être qu'on a affiné, oui, notre coaching, tout ça, mais je pense que c'est l'observation de nos élèves qui nous passionne et qui du coup fait que l'année d'après on va clarifier encore plus des points au début, où on va faire en sorte de faire un cadre de plus en plus repérant. Et je crois qu'aujourd'hui vraiment il y a un cadre très repérant pour nos élèves, et c'est pour ça que ça fonctionne, et à notre sens que ça fonctionne bien, qu'on est très heureux. On a toujours peut-être à la place de fusionnel, je dirais pas... Tu disais qu'on était fusionnel, mais en fait... Oui, je comprends pourquoi il dit fusionnel, parce qu'on est tellement à fond avec eux. C'est pas fusionnel, en fait, on est super concerné. Passionné et concerné, ça veut dire que quand on se retrouve à essayer d'enseigner quelque chose de difficile à quelqu'un qui a beaucoup de mal, en fait, on va tout faire pour qu'il y arrive. C'est un challenge pédagogique, c'est un challenge personnel, et puis il y a l'envie de transmettre qu'il y a derrière. C'est pas juste de faire pour faire, c'est trouver les chemins comment l'autre y arrive. Enfin voilà, c'est l'histoire de la pédagogie. Mais c'est sûr qu'en fait, je pense que nos mathiaguistes vous le diraient, en fait, tant qu'ils n'ont pas compris, tant qu'ils n'y arrivent pas, on les lâche pas. Des fois, ils aimeraient bien qu'on les lâche un peu, mais en fait, on les lâche pas. Vu qu'ils ont signé et qu'ils sont là, en fait, l'idée, c'est que tout le monde y arrive à la fin, peu importe d'où tu viens. Enfin, voilà. Oui, je crois qu'on est très engagé avec eux. On est très engagé. On les lâche pas, quoi. On est vraiment là. Ce côté-là que tu veux dire fusionnel, Biga, c'est qu'on les lâche pas. Et c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Et du coup, ça amène aussi au fait qu'on s'aime, quoi, tout simplement. Et que... Tu t'aimes, toi ? Et que on les aime, ils nous aiment, on s'aime, vous nous aimez, ils nous aiment. Je pense que des fois, ils nous détestent un peu, mais la relation n'est pas toujours facile d'ailleurs. Ça, ils en parleront aussi. Ou pas. Mais c'est pas forcément facile, parce qu'il y a ce côté, justement, quand ça fait un moment, il y a ce côté affection émotionnelle, affection avec l'affect, et il y a ce côté, nous, coaching, où du coup, comme on veut les amener à du haut niveau, on peut pas toujours passer par la... On passe jamais, en fait. Dès qu'on rentre dans le studio, en fait, on parle plus à la personne, voilà. On parle aux danseurs. Ça veut pas dire que c'est pas déshumanisé, au contraire, mais c'est désaffecté en termes de travail. C'est-à-dire c'est pas je t'aime pas, quoi.
Non, ouais, c'est pas du tout arbitraire, c'est pas je t'aime pas, c'est pas t'es capable, toi tu l'es pas, on n'est pas dans ce truc-là. On parle aux danseurs et ce qu'il faut faire pour y arriver, point barre. C'est assez factuel. Donc ça n'a pas changé. Et d'année en année, on va dire que ça s'est de plus en plus affiné, clarifié, je dirais. Vous faites pour ne pas vous perdre, je ne sais pas si l'expression est bonne, entre Alegria, Matiagua, comment vous faites pour vous organiser là-dessus? C'est très très simple pour nous, dans le sens où justement on essaye de pas... en fait tout est très structuré, il y a une hiérarchie dans notre structure. Du coup il y a vraiment une hiérarchie, il y a la compagnie pro, il y a les Matiaguistes, maintenant il y a les Aliciens, et du coup, d'année en année, en fait, on donne des repères aux élèves pour qu'ils se repèrent avec tout ça. Il y a des référents, il y a des fois des parrains. Des anciens qui parrainent les nouveaux, qui expliquent comment ça fonctionne. Voilà, donc il y a vraiment une hiérarchie qui permet en fait à tout le monde de trouver sa place. Et c'est ça le plus important pour nous, c'est que chacun de nos élèves trouve leur place. Et avec au sein de ça. Un fonctionnement qui n'est pas arbitraire, c'est-à-dire que c'est pareil pour tout le monde et les anciens en général arrivent à transmettre ce truc-là dont ils se sont empreints pendant 2 ou 3 ans, ils arrivent à transmettre aux nouveaux en leur expliquant, tu vois, si tu fais ça, ça amène à ça dans le groupe. Voilà. Si tu as ce comportement-là, par exemple, tu ne t'en rends pas compte, mais du coup, ça va créer ça. On travaille beaucoup sur la dynamique de groupe parce que c'est ce qui ressort à la fin sur scène. Et c'est pour ça d'ailleurs que là, le confinement, ça a été super dur parce que du coup, notamment sur le groupe Matiagua de cette année venait de faire les premières à Toulouse et ça nous a fendu le cœur que le confinement se passe juste après, parce que là du coup on était sur la dynamique de groupe des shows et tout ça et ça vraiment voilà, donc heureusement qu'on a réussi à continuer à travailler à distance, mais la dynamique de groupe est très très importante dans l'entraînement et dans le show. Encore une fois, ça a demandé du mental. Et ça, beaucoup de mental. Donc en fait c'est très repérant. Même si un jour il y a un 3e niveau, Piu Piu Matiagua, c'est très repérant parce qu'il y a vraiment une hiérarchie et tout le monde sait qui est à la place, qui, comment, pourquoi, Tetris, tu vois. Il y a des ceintures, blanc, jaune, vert. Alors d'ailleurs, ça me rappelle une autre question qui était plutôt du côté du perso et que je trouve assez intéressante, c'est est-ce que d'après vous, alors vous n'êtes pas un cas exceptionnel, il y en a quand même pas mal, mais est-ce que d'après vous c'est facile d'être et en couple dans la vie et puis couple en tant que créateur, qu'entrepreneur, enfin vous avez vraiment toutes les casquettes. Est-ce que c'est un avantage? Est-ce qu'au contraire c'est plutôt un défaut? Est-ce que parce que on peut imaginer que ça peut être assez complexe des fois quand on parle au chorégraphe ou au créateur ou à celui qui va s'occuper de l'infrastructure ou celle qui... Voilà, comment vous faites pour arriver à gérer ça? Est-ce que c'est extrêmement bien découpé? Est-ce que finalement, de toute façon, vous n'avez rien géré parce que tout se passe avec harmonie sans avoir trop besoin de l'encadrer? Voilà, est-ce que c'est une question un peu privée, hein, vous choisirez de faire un joker ou pas. Voilà, est-ce que le fait d'être en couple ou pas, c'est compliqué? À la question, est-ce que travailler en couple est difficile? On n'utilisera pas de joker, on va répondre sincèrement et je veux dire sans aucune pudeur, quoi. Je veux dire, à partir du moment où il n'y a absolument aucun problème à travailler en couple, le tout c'est de tirer le premier ou de couper le premier. Voilà. Bon, on est allé chercher les couteaux dans la cuisine, obligé. On va répondre vraiment sincèrement. Travailler en couple, c'est génial parce que franchement, faire ce qu'on a fait sans être en couple, ça marche pas. C'est un tel investissement de temps pour la construction et pour la gestion. C'est-à-dire que quand tu as la responsabilité d'un projet, comme tu disais Biga, c'est pas du 8h à midi, 14h, 17h, c'est du non-stop, des fois même la nuit, des réflexions, des remises en question. Parce que c'est comme si on avait un bateau et qu'on était en train de le conduire. Donc il faut le conduire, voilà, ensemble. Donc si on n'était pas ensemble, on n'aurait jamais pu faire ça. Et c'est l'association de sa personnalité, c'est-à-dire quelqu'un de relou, et ma personnalité, quelqu'un d'absolument tendre et merveilleux, voilà, qui fait que ça a pu fonctionner. Je suis pas que tendre et merveilleuse, je précise aussi, je suis relou. Tu es formidable. Mais ce n'est pas facile tous les jours. Alors, ce qui fait que ça marche, on est 2 taureaux les chéris. C'est déjà chacun son rôle. Moi, il y a des trucs qu'elle sait faire, que je pourrais faire un peu, mais que je fais pas parce qu'elle le fait très bien. Il y a des choses que je fais... Comme aller sur Facebook. Qu'elle pourrait... je décide un morceau. Donc, il y a des choses que je sais faire et il vaut mieux que ce soit moi qui les fasse quelque part que... voilà. Les donc, travaux. Une fois que
une fois que tu as positionné les deux bestioles, c'est-à-dire nous, après, il faut les positionner par rapport aux différentes casquettes. C'est-à-dire, il y a la pro, il y a la semi-pro, il y a la question logistique des organisations du week-end, il y a la question communication avec l'extérieur, il y a énormément de choses. Alors, le truc, c'est qu'on se parle énormément. Tout le temps. Je le avec saoule. Plus ou moins d'intensité, oui, elle me parle beaucoup. Je le saoule. Mais du coup, au final, ça marche. Alors, non. D'accord. Au final, ça marche. Alors bien évidemment, ça a un coût sur tous les plans, mais il y a quand même, on a la satisfaction d'avoir accompli tous les deux des trucs, qui à notre niveau et dans notre conception de la vie, qui sont juste complètement ouf, quoi. Et en fait, ça te donne l'énergie pour passer les moments qui sont difficiles. Mais toutes les personnes qui travaillent en couple vous diront, c'est le Vietnam. C'est quand même dur. C'est quand même dur. Faut le savoir, tu rentres dans... Mais aussi pour toutes les choses qu'on vous a dit avant dans l'interview, le fait qu'on a un passé différent, une histoire avec la danse aussi différente, donc des enjeux différents. Et du coup, des fois aussi des envies différentes, il faut trouver des compromis, il faut trouver des... Et moi, je me souviens d'une fois d'un élève qui m'a dit, mais quel âge vous avez ? Et du coup, je sais plus à l'époque, c'était je crois il y a 5 ans, et qui m'a dit, oh, mais... T'as 30 ans et Damien, il a 30... Oh, ça fait 12 ans quand t'as dit ça. Qui a dit, mais vous avez pas d'enfant et vous êtes pas mariés. Oh là, moi j'aurais l'impression vraiment d'avoir raté ma vie. Et je me souviens qu'on m'avait dit ça. Vrai. Et moi, en fait, je lui ai répondu ce que je pense encore aujourd'hui. Je suis toujours pas mariée et j'ai toujours pas d'enfant. Mais honnêtement, si je crève demain, excusez-moi, c'est un peu violent, mais j'ai vraiment l'impression qu'avec Damien, on a accompli un truc qui est bien sûr sur un autre plan, mais d'avoir trouvé justement tous ces compromis et qui n'ont pas été faciles et d'avoir réussi à avancer à deux, c'est un vrai sentiment de satisfaction. Je crois aussi qu'au fond, Dame et moi, on se respecte beaucoup. C'est ce qui fait aussi que ça a tenu. Mais très sincèrement, travailler en couple n'est pas facile parce qu'il faut arriver à trouver des solutions dans les désaccords. Et des fois, dans la vie qu'on a aussi, qui est quand même très prise, les temps de parole sont des fois... comment dire, on a très peu de temps pour parler et du coup on va beaucoup sur le factuel et il y a des périodes du coup c'est un peu plus chaud que d'autres, voilà. Mais bon, en règle générale, mais comme Marie cuisine super bien, du coup il oublie que j'ai été un peu relou sur une répète. J'oublie que des fois t'oublies de te laisser guider. Non, parce qu'en répète, guider un taureau qui guide un taureau, ça fait ça en fait. Et après on se détend. Voilà, je voudrais terminer cette famille questions par Alice. Moi perso, j'ai pas eu cette chance puisque vous m'aviez invité et c'était au moment du confinement et je me souviens très bien de cette journée. C'était une journée absolument horrible pour moi parce que tout est tombé en même temps avec les mesures de confinement qui s'annonçaient. C'est assez compliqué, donc malheureusement j'ai pas pu le voir. J'en ai eu que des retours positifs. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce projet ? Comment c'est arrivé et comment vous avez décidé en fait déjà de quand il date ? Et comment vous avez décidé de se dire de toute façon à un moment donné faut bien démarrer parce que c'est quand même assez fou. En fait, c'est quand même un temps monstrueux. Vous avez des préparations de costumes. Vous avez, alors je ne sais plus combien dure le spectacle, mais c'est vraiment un travail titanesque. Et se mettre ça dans les pattes, en plus de la gestion d'Allegria, en plus de l'élaboration de votre studio, de la création du studio, en plus de Mathiago, en plus de vos cours, en plus de vos entraînements perso. Enfin, c'est juste dingue. Et je pense que les gens ne réalisent pas en fait ce que c'est comme masse de travail. C'est pas du 8h midi, 14h, 17h. Et voilà, comment malgré tout ça, vous vous êtes dit allez tiens, je m'ennuyais le dimanche entre 17h et 17h30, j'ai décidé de le faire. Comment il arrive à maturité et quel retour vous en faites maintenant que vous l'avez fait déjà plusieurs fois ? Est-ce qu'on aura de la chance de continuer à le voir ? Et ça m'amène aussi à la dernière question, est-ce qu'il y a une suite ? Est-ce qu'il va y avoir un autre spectacle ? Est-ce que ça vous a donné envie de faire encore autre chose ? Est-ce que vous avez trouvé que c'était une bonne idée ? Ou au contraire, c'est un truc de dingue où vous dites, c'était super, mais on peut pas. Voilà, c'est quoi vos projets futurs concernant Alice et toutes ces merveilles ? Comment est venue l'idée ? Alors en fait, l'idée, déjà, depuis quelques temps, moi, j'avais envie d'aller, je sais pas si je peux dire encore plus loin, dans dans l'aspect chorégraphique, ce côté, j'adore la performance, 4 minutes, le côté, j'adore. Mais du coup,
voilà, mon passé de danseuse aussi moderne. Mon bagage de danseuse. Et mon bagage de danseuse me donnait envie de plus en plus de faire des fusions, des choses. Et ces dernières années, dans mon travail avec les filles, je voyais que dans la fusion, ça prenait une dimension, quelque chose qui me nourrit, qui nourrit les filles, enfin, quelque chose vraiment d'assez incroyable. Et bien, c'est quelque chose que je pense j'avais en moi, cette envie de faire un spectacle long. Et la discussion avec certains de mes proches aussi, qui m'ont dit « Mais Marie, nous, on te voit là-dedans, en fait. » C'est clair. On te voit dans la gestion de ça, on te voit dans la chorégraphie de ça. Merci les copains. Et là, les personnes qui se reconnaîtront. Ça a continué de faire mûrir la chose. Et puis du coup, à un moment donné, je me suis dit « Mais oui. » Et puis, il y a eu la rencontre aussi de cette musique, de Joachim. Et là, du coup, il y a eu mélange de tout ça. Et Beethoven in Havana, ça a retenti parce que, en fait, Beethoven... désolée, je vais un peu parler, ça va peut-être être long. Mais Beethoven, la 7e symphonie, il y a très longtemps maintenant, parce que j'avais 16 ou 17 ans, j'ai fait un solo là-dessus. C'était une période de ma vie assez compliquée, voilà, c'était beaucoup de choses. Et à l'époque, je me suis dit, il y a 2 ans, j'aimerais trop faire une espèce de revanche sur cette 7e symphonie. Et puis, à la bout de recherche musicale, je tombe sur Joachim Horsley. Et là, ça a été une espèce de révélation. J'adore ce mélange de musique classique qui me touche profondément. Et la manière dont il le fait. Et la manière dont il l'a fait. Pas du tout variété. Voilà. Et là, en fait, il y a eu un truc de dingue avec cette rencontre avec monsieur Horsley, qui est devenu un ami qu'on a rencontré du coup à Los Angeles. On est allé chez lui. À la sortie d'une répète, je dis à Mélissa, il faut que je le remercie pour la musique. Ce jour-là, c'est lui qui me contacte pour me remercier d'avoir chorégraphié. Une histoire de dingue. Ça serait trop long si je vous racontais tout. Ouais. Mais en gros, je me dis, ok, cette musique, c'est le thème du spectacle long, on commence. Et là, ça part, et la création commence. Donc c'était du coup il y a 1 an et demi. Encore une fois, je fais une petite parenthèse dans sans savoir où on va. Ça part d'une idée. Une idée. Marie, elle me dit, moi j'ai envie de... Une intuition. Ah bah, je lui dis, bah, ok, bah, on va créer l'espace pour... on va prendre moins de personnes l'année prochaine, on va se libérer du temps et... On avait pris moins de personnes dans la formation Mathieu. On a refusé quasiment tout le monde. Voilà, on avait pris que 2 personnes. Il faut du temps, mais... Parce qu'il fallait un niveau homogène. Oui, et puis t'avais ce truc-là qui te tenait à cœur. Je voulais les faire travailler là-dessus. Fallait voir. Et en fait, le projet, il a été présenté, les danseurs pourraient vous le dire, en mode, on lance des trucs, on verra, et au fur et à mesure... On verra. Encore une fois... Idée qui vient de comme ça, d'intuition, de discussion, là, de pour rencontre. Le coup, c'était la sienne parce que moi, la mienne, c'était de faire un studio. Donc en fait, elle a eu une idée à la con, c'est tiens, on va faire un spectacle long d'1 heure. Et moi, je me suis dit, on en a parlé, on s'est dit tiens, on ferait bien un studio. On ferait bien le studio en même temps. Donc du coup, moi, je me suis mis à fond dans ce truc-là et Marie dans Alice. Et c'est parti comme ça. Mais à la base, j'avais dit à nos danseurs, on va faire un petit ombrillon de 20 minutes. Alors, et vous manquez les Aliciens là. Ce moment-là, je revenais. Non, mais juste, on va rajouter une scène. On va rajouter une scène. Et du coup, après, il venait une semaine, il me disait, Marie, on est à combien là? On était à 40, 45. Non, mais là, c'est fini, vraiment fini. Oui, c'est ça. Bon, pour arriver à 1h05, quasiment 1h10. Et donc, Alice, voilà, Damien a bien résumé. Le parcours d'Alice, j'ai appris... plein de trucs. Ouais, mes élèves m'ont fait avancer sur des tonnes de choses, sur le fait que c'est en lâchant aussi que les choses arrivent. Alors en travaillant beaucoup bien sûr, mais en observant et parce qu'à un moment donné, effectivement, ça faisait beaucoup de travail, et même pour mes danseurs, ça faisait beaucoup de travail. Donc j'ai un peu lâché. Je leur ai dit bon, on va un peu stopper Alice, on va se focaliser un peu plus sur les shows. Et puis on a repris, puis ça a été un truc de dingue dans l'été, tout ça, pour la première date en octobre. Une aventure humaine incroyable, de les observer et de voir les talents qu'ils avaient en eux, et de pouvoir les mettre en lumière, et de pouvoir chorégraphier tout ça, de retravailler aussi de la matière de la compagnie, il y a aussi du répertoire de la compagnie qui prend aussi un autre sens dans Alice. C'était juste fou, ça m'a pris un temps que je peux même pas compter, mais c'est tellement passionnant, et du coup c'est vraiment une direction que maintenant on veut prendre. Voilà. Puis c'est génial quand tu vois Marie qui
tiens, j'ai trouvé des robes, machin, tiens, je pourrais faire ci, qui part chez la couturière, elle passe 3 heures, enfin voilà, c'est le truc, non mais 3 heures sur le moment, et le lendemain c'est pareil, et enfin voilà, et on s'en fout, tant mieux. J'avais vraiment envie de ça, surtout qu'à la base, moi je me pensais pas du tout manuelle, et Alice, je me suis... je te confirme qu'elle était pas manuelle. je me suis... Au départ, c'était chaud. Je me suis... Maintenant, franchement, tu gères. Ouais, j'ai eu... ça a commencé avec des petites choses, puis je me suis mis à créer ça, et c'était vraiment un processus, mais passionnant. Et ça, en fait, d'avoir fait Alice, moi, en tout cas, ça m'a changé ma vie. Parce qu'il y a vraiment un sentiment d'accomplissement qui est tellement fort que il y a tellement de bonheur partagé. Parce que si c'était un bonheur que pour moi, je pense que ça n'aurait pas pris cette dimension. C'est que j'ai vu mes danseurs s'épanouir d'une force par la façon dont on a travaillé ensemble que moi, ça me rend heureuse, ça m'a rendue encore plus heureuse. Et du coup, le fait d'être sur scène 1h10, d'être tous ensemble, d'être chacun avec des rôles, de travailler sur la théâtralité, ça a été dingo. Vraiment dingue. Du coup, est-ce que on va continuer ? Oui. Est-ce que nous allons continuer Alice ? Bien sûr que oui. L'idée, c'est maintenant de continuer à le faire tourner, également dans les théâtres, également... Mais est-ce que Biga, il t'a demandé, est-ce que ça te donne envie de faire autre chose derrière ? Eh bien, peut-être qu'actuellement, pendant le confinement, je crée... Peut-être quelque chose d'autre. Peut-être. Oui, j'utilise aussi ce temps-là pour créer des nouvelles choses. Et les travaux. Donc, oui, c'est peut-être un scoop, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que du coup, sur ce projet-là, je n'ai jamais dit à mes danseurs, bon, on va faire ça pour partir dans le monde entier, faire ça. J'ai dit, on voit. Moi, je vais voir comment ça fonctionne, comment machin. Et dans l'observation, on verra où on va. Après, du coup, comme je suis super perfectionniste, c'est vrai que en commençant un truc, c'était peut-être un peu fantasmatique de croire que j'allais me contenter d'un embryon, c'est sûr. Mais en tout cas, il n'y avait pas d'injonction à la base. En tout cas, j'ai essayé, vu que j'ai tendance moi aussi à être assez... Voilà. En fait, par rapport à ce que tu dis, Biga, sur la notion de vous avez fait un spectacle et cette année ça a été chaud quand même et la format pro, ça a été chaud quand même. Alors oui, ça a été chaud, c'est-à-dire que pas tous les ans comme ça, parce que c'était vraiment avec énormément de travail, surtout qu'on a vraiment fait beaucoup, et notamment Camille et moi, on a eu un peu de gens pour nous aider, pour les travaux. Plusieurs personnes sont venues nous filer la main, mais oui, de la team. Mais avec Camille, on y a passé d'ailleurs. Big up pour Camille, lui il le sait. On a passé un temps de malade, et après il fallait aller se changer, aller répéter, et après revenir et pas se coucher, et la nuit faire des plans et tout. Donc en fait on était dans un truc qui ne s'arrêtait pas. Mais j'ai envie de dire, encore une fois c'est pas rationnel au départ, mais c'est parti d'une envie. Alors peut-être qu'on a mis la barre haut, mais on aime bien se foutre des challenges un peu débiles quand même. Et au final, on s'est bien éclaté. Et le projet Alice a vu le jour, et c'était juste... c'est dingue. Enfin, moi je kiffe danser dans ce spectacle, parce que même s'il y a de la matière à laquelle j'ai participé, pour autant l'idée, la trame, tout ça, le message, c'est Marie, c'est l'histoire, c'est tout ça. Moi, ça m'a fait travailler d'autres choses, donc c'est super intéressant. Tu m'as aidé, j'ai beaucoup parlé. On s'en fout, c'est pas la question. Mais dans l'idée, ça plus construction d'une salle avec tout ce que ça veut dire. Chaud. Et puis dans l'idée dans laquelle on voulait faire ce truc-là, c'était pas juste viens, on met des miroirs dans une salle et puis terminé. Encore une fois, on est rentré dans un truc débile. Mais une fois qu'on a abouti, il y a un sentiment on a fait ce qu'on avait vraiment envie de faire. Alors, peut-être se calmer une petite semaine de vacances quand même dans l'idée, mais c'est super chouette, et nous on se sent chanceux d'avoir la possibilité de le faire, de pouvoir vivre de la danse, de pouvoir vivre de sa passion, de pouvoir partir dans des projets aussi fous. Même si on est à l'origine de la création des opportunités, il y a aussi la vie qui nous aide. Alors peut-être parce qu'on est dans nos chemins, j'en sais rien, c'est peut-être la touche philosophique de l'interview, mais si tu fais tout ce que tu peux, après la vie elle te file quand même des coups de main, mais il faut y aller quoi.
T'en penses quoi? J'en pense que... Ouais, je dirais pour finir que il faut oser être fou. Il faut un petit peu oser être fou, il faut se donner les moyens et moi je suis super contente qu'on vive tout ça avec notre équipe. Et le plus important, c'est le sens que ça a. Et de le vivre en team et Alice, voilà, c'est vraiment... c'est une aventure humaine. En fait, j'ai pas trop de mots. C'est une aventure humaine incroyable et c'est que le début. C'est que le début parce que pour moi, c'est un chemin, justement, comme je disais tout à l'heure, au début de l'interview, une histoire de place. Où tout d'un coup, il y a une place où on se sent bien à sa place. Dans Alice, je me sens vraiment à ma place et bien entourée avec l'envie d'en faire encore plein de choses. Et donc, c'est génial et je suis super contente aussi des retours du public. C'est très touchant. J'espère pouvoir très très bientôt le reproposer parce que voilà, avec ce confinement et tout ce qui se passe, c'est vrai que on se dit comment on va pouvoir reprendre, etc. Mais Alice n'a pas dit son dernier mot ainsi que la suite. Et puis voilà, c'était un plaisir pour nous de partager tous ces échanges et toutes ces questions, toutes ces réponses. Et puis prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite, on espère, sur les planches, en vrai, là, comme ça, où on pourra se toucher. Des gros bisous et merci Alex pour l'invitation. Ouais. Toujours un plaisir. Merci à ces questions. À très vite. Voilà, encore une fois, un grand merci à Marie et Damien d'Allegria Dance Company. Ils ont vraiment joué le jeu, ils ont donné vraiment, comme d'habitude en fait, ils ont donné ce qu'ils sont, ils ont vraiment répondu à toutes les questions et surtout, ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est que, ils se donnent tel quel, quoi. On n'est pas en train de faire de la stratégie ou d'essayer de se mettre le plus beau possible. C'est pas facile. Souvent, c'est un moyen de se protéger, de vachement cadrer ce qu'on va dire. Là, nature, quoi. Et j'ai bien aimé le petit chien qui était derrière, qui avait l'air d'en avoir strictement rien à foutre. La prochaine personne interviewée, ça va être, on va être dans la musique, ça va être un DJ, en tout cas une DJ ou une DJette, je sais pas comment on dit. C'est DJ Sissi, a.k.a. Cyrine, pour ceux qui la connaissent. Moi, je la connais pas, donc les questions vont être intéressantes. On s'est déjà croisés, mais on se connaît pas personnellement. Du coup, elle m'a pas caché qu'à la base, elle était plutôt timide et que c'était pas forcément son truc, mais elle a accepté de relever le défi et ça, je trouve ça top. Si tu as des questions à poser, t'hésites pas. T'envoies tes questions sur ce mail. Je vais faire le tri. Quand tu réfléchis, il y a beaucoup de choses à demander, en plus elle est danseuse, à la fois à une danseuse et à la fois à une DJette, en plus qui est à Paris, donc on sait que ça a quand même été longtemps, et ça l'est toujours pour moi, l'un des points névralgiques de la salsa. Voilà, si tu as des questions à poser, n'hésite pas. Dès que j'aurai fait l'interview, je fais la com sur la chaîne du Sundex. Ciao, à bientôt.